Merci à tous pour votre présence. Moi, je suis là aujourd'hui pour vous présenter cet exposé. C'est intitulé Desbos, avec cette question un peu provocante. Peut-on continuer d'exister après sa mort à travers un système d'IA? Je m'excuse par avance si la présentation est parfois un peu brouillon. Voilà. Alors, ce qui était prévu au départ, comme le disait Thierry, c'était de mettre à profit quelque chose que j'avais fait avec des élèves ingénieurs. Il m'a dit, t'inquiète pas, ce sera juste un petit exposé de travail, une petite conférence exploratoire. Et finalement, ça a été massivement relayé sur les réseaux. Voilà, première chose. Et deuxième chose, bon, vous allez le voir, je vais beaucoup parler de cognition distribuée, d'externalisation de pas mal de choses, dont la mémoire. Et donc, je vais être un peu diminué parce que, comme je vous l'ai expliqué un peu tout à l'heure, je n'ai pas accès à mes notes par rapport au partage d'écran avec Zoom. Donc, j'espère que ça ira. Rapidement, moi, je fais une thèse en philosophie et sciences cognitives et je m'intéresse notamment aux impacts et aux conséquences que peut avoir la technologie sur nos processus cognitifs et nos stratégies cognitives et métacognitives, notamment en ce qui concerne la mémoire. Et j'analyse ça également à travers l'angle de la neuroéthique, c'est-à-dire l'éthique appliquée au cerveau et à la cognition. Voilà. Donc, ah. Donc les deadbots, pour commencer, une petite terminologie. Thierry l'a rappelé, on entend parfois deathbot, parfois deadbot. Bon, apparemment, il s'agirait d'une particularité française pour le terme deadbot. Dans la littérature anglophone, j'ai rencontré essentiellement le terme de deathbot, tandis que dans le CNPN, le Conseil national pilote d'éthique du numérique, qui est une sous-branche du CCNE, du Comité consultatif national d'éthique, il parle des deadbots. Alors, est-ce que c'est une particularité française, comme pour certains titres de films, vous savez, on prend un titre anglais, on le traduit avec un autre titre anglais, un peu comme The Hangover qui devient Very Bad Trip. Voilà, pourquoi prendre deadbots pour le traduire par deadbot, je ne sais pas, mais bon, c'est particularité française peut-être. Voilà. Donc, le deadbot, c'est un système d'intelligence artificielle qui se rapproche donc des agents conversationnels. Et on pourrait dire qu'il s'agit d'un agent conversationnel spécifique ou bien spécialisé. C'est-à-dire que, je vais y revenir, hein, ce n'est pas un agent conversationnel lambda, mais c'est un agent conversationnel qui va simuler une personne réelle. Donc, pour le deadbot, le système d'IA va récupérer donc les données d'une personne qui, en l'occurrence, est décédée à travers ses messages, ses emails, ses photos, tout ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, des données physiques même qu'on va potentiellement numériser, scanner. Et le système d'IA va donc extrapoler à travers tous ces messages, tous ces textes, toutes ces conversations, des schémas qui vont lui permettre d'imiter donc le comportement et les réponses notamment écrites, voire vocalisées, donc d'une personne décédée. Alors ça fonctionne, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais soit par apprentissage automatique, il y a de l'IA générative, certains réseaux de neurones. En ce moment, bon, il y a un système assez connu qui est le GPT qui a fait couler pas mal d'encre. Et dans les concepts associés, on retrouve également le concept de nécro-robotique, qui est tout simplement, si on pourrait dire, un deathbot dans un robot. Donc on va prendre l'agent conversationnel et on va lui mettre un corps. Voilà, il pourra éventuellement naviguer parmi les êtres humains. Et donc, en 2023, il y a Larson qui a publié un très, très bon papier voilà, et créé de lui-même du coup, le concept de nécro-robotique. Alors, quelques questions connexes sur lesquelles je ne vais pas forcément m'attarder, mais qui est bon de savoir, hein, c'est autour des deadbots. Donc, c'est le problème donc, des données numériques, la pratique et notamment des technologies qu'on appelle de life logging. Peut-être vous connaissez le mouvement Quantified Self ou ce genre de choses. Des personnes qui essaient d'enregistrer le plus de données sur eux-mêmes, battements cardiaques, il y en a qui portent des petites caméras portables qui vont enregistrer tout ce qui se passe pendant la journée. Il y a également les jumeaux numériques, donc là on parle de personnes décédées, mais ça pourrait être toujours une personne vivante, on va la copier et on va usurper peut-être votre identité. Il y a le concept, un peu provocant d'immortalité numérique, peut-être. Des questions aussi, pourquoi pas, sur les droits des deathbots, voilà, et sur leur conscience. Alors pareil, une autre question un peu connexe, hein, sur laquelle je ne vais pas m'attarder, mais voilà, on peut parler d'anthropomorphisation, donc on a face à des systèmes d'IA avec lesquels on est capable de dialoguer. Donc, test et questions classiques, hein, on a le test de Turing, avec cette idée qu'on aurait un agent conversationnel qui doit prendre part à une conversation et que, en imitant un être humain, et que si on n'arrive pas à distinguer du coup l'IA d'un être humain, on se dit bah, je ne sais pas, je suis incapable de trancher, à savoir si la personne avec qui je parle est un système d'intelligence artificielle ou si c'est un humain, bah, on dit que donc
le système a passé le test de Turing, et donc on pourrait le considérer potentiellement comme étant un être humain. Et donc, on pourrait le spécialiser un peu plus ce test de Turing avec ce que j'ai appelé le Turing Desbots. Et donc ici, l'agent conversationnel doit prendre part à une conversation en imitant donc une personne particulière. Et si on est incapable de déterminer si la personne avec qui je suis en train de parler à travers mon système de messagerie est effectivement, je ne sais pas, mon compagnon ou ma compagne, ou un système d'IA, eh ben, peut-être pourrons-nous considérer, je ne sais pas, avec Turing, ce système d'IA comme étant la personne elle-même. Voilà, on y reviendra, hein, mais voilà, je ne veux pas m'attarder sur le test de Turing, sur les critiques qui lui ont été faites. Voilà, c'était juste quelques questions connexes qu'on pourrait poser et qui permettent de saisir, je pense, un peu ce que sont aussi les deadbots et les problématiques qui sont rattachées. Alors voilà, il y a les questions classiques hein, sur l'IA qui reviennent régulièrement. Hein. Comment considérer un système d'IA, un agent conversationnel, un deadbot, s'ils sont convaincants dans leur rôle, notre rapport à eux, peut-être des questions par rapport à leur conscience, ce genre de choses. Voilà. Donc, je reviens du coup toujours sur les deadbots. Hein. Bon, je ne rappelle pas la définition, voilà, mais juste pour dire que cette du coup, technologie présente notamment trois grands enjeux. Un enjeu narratif, un enjeu économique et un enjeu public. Donc, l'intérêt narratif, vous l'imaginez, mais une telle technologie, c'est quand même très intéressant pour qui écrit et qui veut consommer des œuvres de fiction, en particulier de science-fiction. Alors là, je vous ai mis, parce que dans la plupart des articles que j'ai lus sur le sujet, l'épisode de Black Mirror, Be Right Back, revient régulièrement. Donc dans cet épisode, on a un jeune homme, Ash, qui est en couple avec Martha, et un jour, il est victime d'un accident de voiture. Martha est inconsolable et elle crée donc un double virtuel à travers, voilà, en copiant les données qu'ils avaient sur leur conversation, ce genre de choses, de son H. Et pareil, au milieu de l'épisode, bah, ce double virtuellement avec qui elle discute tous les soirs, mais bon, c'est un peu, vous êtes avec votre compagnon, et voilà, ça l'amuse pas trop que finalement il se résume à une petite boîte. Alors elle commande un robot dans lequel elle va mettre donc la conscience virtuelle, le H recréé virtuellement dans le robot. Donc c'est là qu'on rejoint le concept de nécro-robotique dont j'ai parlé précédemment, avec cette petite citation de Larson qui précise que donc ces méthodes basées sur l'IA permettent ou permettraient, hein, voilà, en quelque sorte, de ressusciter les morts. Voilà. Une question provocante, encore une fois, une affirmation provocante s'il en est. On est sur quelque chose, j'y reviendrai, mais qui touche quand même au tabou et à la manière dont, ensemble, on crée du lien, on crée société. Voilà. Sur la nécrorobotique, petite précision, donc, on peut la considérer comme un sous-domaine de la robotique sociale, grâce aux possibilités de formation individuelle à diverses modalités, basées notamment sur les données d'une personne décédée spécifique, dans le but d'offrir donc une expérience personnalisée à une personne encore en vie. On peut considérer donc la personne décédée en tant que telle comme une collection de données d'entraînement, et les données d'entraînement de cette personne peuvent être collectées dans le but donc de la ressusciter en tant qu'agent robotique pour une personne encore biologiquement. Voilà, ça, c'est ce que nous dit Larson sur son concept de nécrorobotique, avec vraiment cette idée d'aller vers la résurrection virtuelle d'une personne. Un intérêt économique. Voilà. Donc, actuellement, il y a plusieurs programmes d'applications, de startups qui sont en développement. On peut considérer, donc je vous ai mis la capture d'écran de Hereafter, donc voilà, une application que vous pouvez télécharger dans laquelle vous pouvez stocker tout un tas de choses, enregistrer vos conversations, également laisser des messages vocaux à l'intention de vos petits-enfants, des choses comme ça. Et donc, on trouve ça sur le site. Hein. Votre voix donne vie à votre personnalité afin que vos enfants, vos petits-enfants et bien d'autres puissent savoir comment vous étiez vraiment. Le Washington Post en parle comme la prochaine étape dans la quête de l'immortalité de l'être humain. Et donc, on a déjà dans la littérature, dans la presse, plusieurs cas. Donc, le cas d'un père, un journaliste, il est dans mes notes, James Vlalos, qui en 2018-2020, je ne sais plus, son père était mourant, ils ont eu toute une série de conversations, il a scanné tout un tas de données, et il a créé donc lui le Dadbot, donc voilà, de Dad père, donc le robot, le Dadbot de son père. On a plusieurs cas avec des petits amis, des petites amies,
Et également, donc, en octobre 2020, donc, Kanye West a offert à Kim Kardashian un hologramme de son père décédé. Voilà, et l'hologramme a souhaité notamment un joyeux anniversaire à sa fille et ils ont partagé ensemble donc, des souvenirs de leur vie passée. Alors, voilà, donc à aucun moment dans ma vie précédente, j'avais pu imaginer que j'aurais recours à Kim Kardashian dans une de mes présentations. Voilà, c'est chose faite. Voilà. Et donc, enjeu qui va nous intéresser particulièrement ici, hein, mais qu'on ne peut pas découpler des enjeux économiques, des intérêts économiques, c'est donc l'enjeu public, avec notamment pour la France l'avis donc du Comité national pilote d'éthique du numérique, donc qui ont publié leur troisième avis donc en novembre 2021, qui portait donc sur les agents conversationnels de manière générale, avec plusieurs parties donc qui concernaient donc ces fameux deadbots, ces fameux agents conversationnels donc qui simulent des personnes décédées, avec donc qui relève, hein, on peut le voir ici, différents enjeux éthiques sur lesquels on va revenir, mais notamment le brouillage des frontières entre une machine et un être humain, l'importance de nos comportements et de nos croyances lorsqu'on va interagir avec ce type de dispositif, et différentes questions. Pareil, on va y revenir, hein, mais sur notamment, je l'ai mis là parce qu'elle est également un peu provocante, sur le fait de savoir si un chatbot, notamment un chatbot, peut-il mentir ou non. Voilà. Donc, éthiquement, on le sent, hein, mais c'est ce qu'on pourrait appeler un sujet chaud, qui suscite des réactions passionnées, des émotions fortes, viscérales. Hein. Il y a du dégoût, il y a de la gêne quand les gens en parlent. Alors, ça mériterait peut-être une enquête davantage sociologique, d'avoir beaucoup plus de données. Mais ce que j'ai pu observer, notamment avec des étudiants, dans différentes conversations, ce qu'on retrouve pareil dans les articles, c'est vraiment cette idée qu'il y a la première réaction, quand on parle de ça, c'est une sorte de dégoût, de réaction assez viscérale, une gêne des sujets. Pourquoi? Parce que bah, ça touche à des choses traditionnelles hein, qui constituent anthropologiquement et culturellement ce qu'on est en tant qu'humain, comment on fait société, ça touche à la mort, au deuil, il y a plein de tabous. Et ça rejoint également donc, bah, les rêves d'immortalité. On peut le lier aux questions des transhumanistes. Et je le rappelle, hein, mais voilà, le CCNE le rappelle aussi. Certains voient dans cette technologie des deadbots qu'ils trouvent fascinantes une opportunité pour dépasser ou tromper la mort. Cette réaction instinctive étant donc à évaluer négativement les deadbots, voilà. Et elle repose, et c'est là que j'ai essayé d'apporter la vision par rapport à mes propres recherches de thèse. Elle repose donc cette évaluation négative sur une vision qu'on pourrait appeler internaliste et individualiste, donc de la cognition humaine et de la personne humaine, à savoir donc la cognition, ma mémoire, même ma personnalité, mon identité personnelle sont constituées dans et par mon cerveau à travers donc d'impulsions électriques, de connexions entre les neurones et voilà. Et en résumé, on pourrait dire que la personne est son cerveau. Voilà. Cependant, depuis quelques dizaines d'années, on va dire, le paradigme donc, internaliste de la cognition est remis en question donc, par ce qu'on appelle l'hypothèse de la cognition étendue ou distribuée. Et donc, mon objectif ici va consister donc, à essayer d'apporter peut-être un nouvel éclairage sur la question donc, de ces deadbots à partir donc, de l'hypothèse de la cognition distribuée, et de soutenir également l'idée qu'un changement de cadre théorique sur la cognition peut entraîner un changement dans nos processus d'évaluation éthique. Avec cette question, qui au départ était le titre provisoire de cette présentation et qui n'était pas très sexy, hein, il faut l'avouer, l'hypothèse de la cognition distribuée peut-elle constituer un argument en faveur des deadbots? Donc, le plan que je vais suivre. Donc, premièrement, je vais revenir donc, sur le cas des deadbots du point de vue donc, ce qu'on appelle les STS, sciences techniques et société, parce que cette approche même de l'éthique est quelque chose auquel je tiens, et que cette question, peut-être, on verra, où se situe la responsabilité éthique. Ensuite, je ferai un détour donc, par là, ce qu'est l'approche distribuée de la cognition, également du soi, de l'identité personnelle, pour venir donc à ces fameuses implications éthiques donc de l'hypothèse distribuée sur l'acceptabilité peut-être des deadbots. L'éthique des deadbots, donc c'est une éthique spécifique de l'IA. On pourrait donc faire
la mettre dans différents cercles, hein. On aurait l'éthique de l'IA en général, dans laquelle on aurait l'éthique des agents conversationnels, dans laquelle on aurait donc plus spécialisé encore l'éthique donc de ces deadbots. On retrouve de nombreux points communs, les questions sur les bénéfices, les risques, au niveau des méthodes aussi, la méthode impliquant notamment un travail de scénarisation, de prospective, des questions sur les valeurs, sur la déontologie. Et la question de la responsabilité se pose également de manière multiple, mais à la fois pas forcément que pour les deadbots, encore une fois, de manière générale, par rapport à l'éthique de l'IA. Des questions sur le légal et le moral, la responsabilité aussi individuelle et ou collective. Enfin voilà, si on fait un deadbot, est-ce que c'est une responsabilité individuelle? Est-ce que ça doit être encadré par l'État? Est-ce qu'on a le droit de faire des deadbots de n'importe qui? On y reviendra. La responsabilité des concepteurs, des fabricants, des utilisateurs, des décideurs politiques. Et donc voilà, c'est ce qui est compliqué de manière générale avec l'éthique de l'IA, avec les agents plus ou moins autonomes, c'est cette responsabilité à la fois diffuse, distribuée et qui mobilise on ne va pas dire une infinité d'acteurs, mais une multiplicité d'acteurs qui, pour les uns, ont des intérêts économiques, qui, pour les autres, ont des intérêts politiques, voilà, qui rend la réflexion éthique fascinante sur ces questions-là. L'importance des STL, je vous dis, ça tient à cœur. C'est aussi quelque chose sur lequel le CNPN revient. Je mentionne rapidement, hein, mais l'avis du CNPN s'adresse donc aux chercheurs, notamment en informatique, qui doivent s'interroger donc sur leur méthodologie de conception et d'évaluation des agents conversationnels. Ça s'adresse également aux industriels qui doivent prendre conscience des tensions éthiques et de confiance avec les conséquences qu'elles induisent sur le marché économique et doivent soutenir des travaux permettant de les lever. Et enfin, l'avis s'adresse également aux autorités publiques qui doivent avoir la responsabilité d'accroître l'effort de formation et d'éducation, mais aussi d'évaluation des effets des agents conversationnels à court terme et à long terme. Donc on voit, hein, c'est quand même quelque chose sur lequel on met de l'importance. Moi, je rajouterais même les citoyens dans ce petit package, avec le fait que c'est une question de société finalement importante qui bouleverse potentiellement beaucoup de choses sur la manière dont on fait société, dont on se constitue, dont on se conçoit en tant qu'être humain, etc. Donc, Thierry l'a dit au début, je le rappelle, une partie donc, de cet exposé vient également d'un travail que j'ai fait donc, lors du Challenge Prométhée avec des élèves ingénieurs qui devaient suivre un module d'éthique. Et donc, il a fallu leur proposer des ateliers. Donc, je leur ai proposé un atelier donc, sur cette question des deadbots, avec d'une part une lecture de l'avis du Comité consultatif national d'éthique ou du CNPN, enfin c'est un peu la même chose. Et donc, ils ont, après cette lecture, travaillé avec différents angles d'approche qu'on leur avait présenté durant le challenge Prométhée, la construction ou pas sur l'utopie, dystopie, la construction de scénarios, la prise en compte des risques possibles, hein, également des bénéfices, et essayer d'émettre des préconisations. Voilà, donc là, ce qui va suivre, c'est un peu un mix entre le travail qu'on a fait avec ces étudiants, le rapport du CCNE et quelques réflexions personnelles également. Donc là, vous voyez également les affiches qu'ils ont produites lors de cet atelier. Donc, premièrement, une réflexion sur l'utopie et la dystopie. Donc, voilà, là, c'est le travail des étudiants. On dit qu'en termes d'utopie, bon, bah, l'avantage des deadbots, c'est que ça permettrait de garder une trace, voilà, présente, continue, des personnes avec lesquelles on était proche. Ça pourrait également potentiellement aider au deuil, le faciliter, et ça pourrait être très intéressant aussi pour des personnes qui sont déjà plus ou moins isolées. Voilà. Imagine, vous êtes isolé, mais vous êtes simplement en couple, ou pas. Bah, grâce à un deadbot, vous ne vous retrouvez pas totalement isolé, mais vous pouvez continuer à garder une certaine forme de lien. Je reviendrai sur cette idée d'une certaine forme de lien plus tard. Bon, la dystopie n'est jamais bien loin. Avec le problème que ça pourrait vous isoler, vous pourriez vous renfermer avec votre système, mal gérer votre deuil et finalement développer une forme d'addiction
euh, avec votre agent conversationnel qui simule donc un proche décédé. Cela pourrait conduire donc à une forme de déni de la mort de vos proches et avoir des conséquences négatives sur votre santé mentale. Il y a un autre problème donc, classique qui a été mis en évidence, c'est celui de la collecte des données. Voilà. Comment on fait pour collecter des données? Tout le monde pourrait avoir accès aux données, faire n'importe quoi avec vos données, ce genre de choses. Et enfin, une question qui n'a pas été forcément facile à classer était celle de la quête de l'immortalité. Voilà. On a dit, les deadbots, ça rejoint cette quête de l'immortalité. Voilà. Alors, tout le monde n'était pas d'accord. Est-ce que ça va dans l'utopie? Est-ce que ça va dans la dystopie? Voilà, c'est un débat voilà, qu'on ne va pas fermer aujourd'hui. Donc, ils ont également développé plusieurs scénarios. Un cas de femme enceinte, un peu comme dans Black Mirror, je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais en plus de perdre son compagnon, il se trouve que Martha était enceinte. Donc, le fait de développer un deadbot, ça permet également que l'enfant puisse avoir des conversations avec son père biologique décédé, recréé virtuellement. Donc, qui pourrait être potentiellement un avantage pour la construction de soi, de sa propre identité narrative, qui je suis, quelle est mon histoire, d'où je viens. Voilà. Ils ont également développé un scénario assez intéressant sur un cas de personne âgée présentant un trouble de la mémoire, une forme d'Alzheimer. Et donc, plutôt que de rendre régulièrement malheureuse la grand-mère ou le grand-père en lui rappelant que sa femme ou son mari est décédé, eh ben, on le laisse comme ça à discuter avec son proche défunt en lui permettant de discuter régulièrement avec lui à travers son système. Voir, il y a des applications vocales, donc il pourrait l'appeler. Bon, bah, oui, non, je ne suis pas à la maison en ce moment, de quoi tu veux parler? Il pourrait parler. Donc, ça permettrait de gérer un peu d'une autre manière ces personnes qui auraient donc des troubles de la mémoire, et plutôt que de les voir pleurer jour après jour en leur rappelant le décès, bah, les voir finalement pallier d'une autre manière ce trouble. Euh, un cas un peu amusant aussi, imagine, bon, bah voilà, on utilise un Deathbot pour pallier le deuil, puis à un moment, bon, bah, vous parlez avec votre compagnon ou compagne décédée, et au bout d'un moment, bah, ça s'estompe, un peu, voilà, comme un peu les relations à distance, hein, c'est ce qui disait, au bout d'un moment, bah, la tâche émotionnelle se fait moins forte. Et ils ont imaginé que donc, la personne voulait se détacher de l'agent conversationnel, du deadboss, et que le deadboss, lui, il lui dit, mais non, j'ai encore envie de te parler. Voilà, comment gérer un peu cette violence psychologique? Parce que si effectivement le deadboss se comporte comme la personne est censée le faire, bah, elle dirait, bah non, j'ai envie qu'on continue tous les deux de converser. Voilà. Donc, ce sera dans les préconditions. Peut-être mettre des garde-fous avec des mots-clés. Si on dit, bah, je veux qu'on arrête de se parler, que le deadboss, à ce moment-là, sort de son rôle de personne simulée pour en revenir à celui d'un système conversationnel qui dirait, bon, bien, d'accord. Voilà. Ou pas. On pourrait se poser la question des droits des deadbots, selon comment on les considère. Voilà. Mais c'était une question qui était intéressante et un petit scénario rigolo avec ce deadbot qui refuse finalement de rompre le lien alors que la personne vivante lui demande. Voilà. Et également, donc, un scénario sur comment on met en place ce type d'application. Voilà. Est-ce qu'il y aurait des systèmes d'abonnement? Donc, il y aurait des problèmes d'inégalité par rapport à ceux qui ont plus ou moins de moyens. Et pareil, par rapport à des publicités cachées. On sait que vous faites plus confiance à des personnes que vous connaissez. Donc, si vous parlez avec votre grand-mère et que votre grand-mère vous dit j'ai entendu parler d'un bon restaurant rue Victor Hugo, bah voilà, ce serait une publicité peut-être cachée. Voilà, donc c'est pas forcément ce que pense la grand-mère. On pourrait cacher comme ça des publicités, donc ce qui serait un problème considérable. Voilà. Et également le cas de personnes donc avec des doubles vies. Est-ce qu'on autorise ou pas le deadbot à mentir? Il y a ce cas notamment de réflexion sur des adolescents qui diraient partout à leurs parents. Finalement, on décide de créer un deadbot de l'adolescent décédé qui pourrait parler d'un côté avec ses amis, mais qui cacherait, est-ce qu'on l'autorise ou pas à cacher ce qui n'est pas caché déjà à ses parents en compartimentant et en ayant différentes sphères conversationnelles, voire d'identité. Voilà. Donc, est-ce qu'on autorise ou pas? C'est une question quand même intéressante. Et si on autorise un deadbot à mentir, est-ce qu'on autorise un agent conversationnel à mentir? Si on autorise un agent conversationnel à mentir, est-ce qu'on autorise une IA généralement à mentir aussi? Donc, une question éthique, voilà. Est-ce qu'on peut trancher? Est-ce que prendre une décision sur le cas du deadbot
mettrait en place une sorte de jurisprudence, de précédent pour les autres formes d'intelligence artificielle. C'est donc une question qui avait été posée notamment dans cet atelier avec les élèves ingénieurs. Donc, ils ont bien également relevé les risques, donc des questions notamment sur la dignité, hein, avec l'obligation envers les personnes décédées. Voilà. Les concepteurs des deathbots doivent respecter la dignité de la personne humaine qui ne s'éteint pas avec la mort. Donc ça, il faut le rappeler. Donc, comment on gère ce genre de truc? Est-ce que c'est digne ou pas digne d'être simulé par un agent conversationnel? C'est un peu les questions classiques. Hein. Pour l'instant, on est sur l'éthique classique, hein, des deathbots. Question aussi de la responsabilité. Hein. Qui est responsable? Ça, on l'a vu. Mais c'est des risques. Les détournements, donc on en a parlé avec les scénarios, hein, c'est ça, le risque du détournement du deathbot, qui pourrait jouer donc sur la vulnérabilité des personnes en deuil, et pour faire notamment des profits avec des systèmes d'abonnement qui pourraient augmenter, des publicités cachées et déguisées, et donc cela lié aux questions donc d'inégalité, avec les questions d'accès, de modèles économiques, ce genre de choses. Et également, donc, la valeur du consentement après la mort. Hein. Qui peut utiliser mes données? Qui autorise une copie de moi? Des questions sur la propriété intellectuelle également. Voilà, comment considérer les productions d'un deathbot? Imaginons, je suis un poète, je fais régulièrement des poèmes, j'envoie des poèmes à ma compagne, je meurs, je suis simulé par un deathbot, le deathbot écrit un poème que je n'ai jamais écrit. Parce que c'est ça, c'est que le deathbot va à la fois, donc, il a accès à toutes les données que j'ai faites, donc il va répondre comme j'ai pu le faire, mais il va aussi générer des choses que j'aurais pu moi-même produire et que je n'ai pourtant jamais produit. Oui, ça c'est le comité consultatif d'éthique qui rappelle, donc le consentement pour le recueil des données du défunt doit être encadré selon temporalité, avant la mort, après le décès, et son auteur, la personne de son vivant, ses héritiers, ce qui pose un problème compte tenu de la non-transmissibilité des données personnelles selon le droit en vigueur. Voilà. Donc peut-être qu'il faudrait mettre à jour le droit par rapport à ce type d'agent conversationnel. Voilà. La personne décédée, pour l'instant, ne pourrait pas retirer son consentement. Voilà. Et la capacité d'usage du deadbot est donc entièrement laissée à l'utilisateur, à moins donc de la mise en place d'un cadre légal spécifique. Autre risque, hein, serait celui donc, des jumeaux numériques et d'usurpation d'identité à travers un agent conversationnel de l'identité d'une personne, qu'elle soit du coup vivante ou décédée. Et donc là, c'est d'un côté les préconisations donc, des étudiants et de l'autre donc, du CNPN. Alors, des préconisations quant à l'utilisation, hein, de ces agents conversationnels spécifiques. Voilà, il faudrait qu'elles soient peut-être seulement ponctuelles pour éviter des problèmes d'addiction. Quel accompagnement? Donc, il faudrait à la fois donc, il y ait des personnes spécialisées de la question notamment du deuil et de l'addiction lors même de la conception d'applications de deadbots, et aussi donc un suivi, pourquoi pas, de psychologues, de psychiatres pendant l'utilisation du deadbot. Voilà. Est-ce que ce serait une sorte d'obligation? Est-ce qu'il y aurait des prescriptions des deadbots? Voilà, vous avez perdu quelqu'un, vous n'arrivez pas à vous mettre, voilà, je vous prescris 3 mois de deadbots, peut-être renouvelable. Voilà. Mais l'idée, ce serait donc de ne pas laisser des applications comme ça, libres sur le marché, mais de les encadrer, vraiment, de dire cette application n'est disponible que sur prescription. C'était une préconisation, hein, donc, des étudiants. Donc la question, voilà, liée à la question de la légalisation, certaines personnes, même les praticiens, les professionnels, auraient peut-être une formation, un permis pour prescrire des deadbots. On pourrait également encadrer donc, la durée d'utilisation, voilà, avec donné, vous connectez sur France Connect, c'est lié à vos impôts et vous n'avez pas le droit d'utiliser le deadbot plus d'un certain nombre de temps. Est-ce qu'on fait que utilisation médicale? Est-ce qu'on fait utilisation également pour le divertissement? On va y revenir. Hein. Là, on parle de proches, mais on peut très bien imaginer des deadbots de célébrités. Et préconisation, donc voilà, mais qui n'a pas été tranchée sur la génération de texte, le mensonge ou les propos nouveaux. On va y revenir. Donc le CCNE, lui, de son côté, il dit que donc des règles doivent être définies
concernant notamment le consentement de la personne décédée, le recueil et la réutilisation de ces données, le temps de fonctionnement d'un tel chatbot, le lexique utilisé, le nom qui lui est attribué. Est-ce qu'on l'appelle du nom de la personne décédée ou est-ce qu'on l'appelle deadbot, je ne sais pas, 56 ou je ne sais pas. Enfin, donc ça, c'est les questions qui se posent. Et donc, les conditions particulières de son utilisation. On voyait, ça se regroupe. C'est un peu plus précis du côté des étudiants, mais tout ça a été évoqué par le CCNE. Et voilà. Et donc, sur cette question des propos nouveaux, le CCNE, lui, en dit la chose suivante. Donc, des propos inédits et pourtant vraisemblables ne peuvent être attribués à la personne imitée que sur un mode conditionnel. Cette personne aurait pu dire de telles phrases, même si elle ne les avait pas proférées réellement. Leur effet est bien réel. La réaction du jeune homme canadien ayant entraîné un chatbot avec les données langagières de sa petite amie décédée en offre un exemple troublant. Le plus mystérieux de tout, le chatbot semblait percevoir les émotions. Il savait comment dire une phrase juste au bon moment et en mettant le bon accent. La responsabilité pour ces propos, ressemblants mais inventés, est un problème éthique et juridique inédit. Il doit être analysé dans le cadre du débat actuel sur l'intelligence artificielle en France et en Europe. Bon, on peut rajouter partout dans le monde. Hein. Voilà. Là, c'est parce qu'on est sur le CCNE. Voilà. Voilà. Donc, voilà, il n'y a rien de tranché hein, pour l'instant. C'est une technologie qui est vraiment en voie d'émergence et sur laquelle il y a beaucoup de choses à faire et qui ouvre des perspectives intellectuelles riches pour la suite. Donc, si on voulait résumer hein, cette partie, les questionnements éthiques donc, autour de la question des deadbots, on va dire qu'elles ont deux dimensions principales. D'un côté, donc, on a la personne simulée. Alors, soit, on en a beaucoup parlé, personnalité privée, donc, qui rejoint les questions de dignité, de consentement. C'est le cas du proche décédé, du grand-père, des enfants, du compagnon ou de la compagne, mais également, pourquoi pas, des personnalités publiques. Est-ce qu'on peut traiter différemment ces deux choses-là? Comme il n'y a plus la question de l'affectif et du deuil, on va dire, on peut créer usage récréatif des deadbots de personnalité. Se posera encore la question de l'accès aux données et d'un cadre légal. Est-ce qu'on autorise de la même manière un deadbot de Descartes, un deadbot d'Hitler, un deadbot d'Elvis ou de Kim Kardashian, encore elle. Mais voilà. Hein non, 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 mais enfin, on pourrait imaginer dans le futur, voilà, par exemple. Voilà. Donc voilà, la petite question, est-ce qu'on pourrait aller vers un Elvis bot, pourquoi pas, pour encore une fois nourrir un peu les fantasmes, Elvis, mort, pas mort, ce genre de choses. Voilà. Et deuxième dimension principale, donc, bah, ce qui concerne donc la personne endeuillée, avec les problèmes autour de la santé mentale, du deuil et de la gestion du deuil. Hein. Les deadbots sont parfois du coup également appelés les griefbots. Donc, grief en anglais, c'est le deuil, donc des robots de deuil, avec les questions, encore une fois, donc d'autonomie de la personne endeuillée et de sa vulnérabilité. Les questions d'addiction, ce genre de choses. Voilà, pour résumer un peu sur cette réflexion éthique autour des deadbots. Voilà. Moi, je voudrais maintenant en venir donc à cette approche de la cognition, distribuée de la cognition. Donc moi, dans le cadre de ma thèse, hein, je m'intéresse du coup aux relations réciproques entre l'être humain et son environnement social et technologique. Bon, moi, je m'intéresse principalement à l'environnement technologique, avec cette question, donc comment la technologie peut transformer, améliorer ou diminuer donc les capacités cognitives, mais aussi et surtout de comprendre si et comment les processus cognitifs sont étendus ou distribués au sein donc d'un environnement socio-technologique. La prise en compte donc de l'environnement technologique a des implications à la fois pour la cognition, voilà, ça donne lieu à de nouvelles stratégies cognitives, de nouvelles stratégies métacognitives, à ce qu'on va appeler le déchargement cognitif aussi. On va stocker moins de choses, on va essayer de stocker moins de choses dans notre cerveau, on va dire, mais de prendre beaucoup de notes, d'utiliser ces systèmes-là pour noter des choses, avoir des agendas bien nourris, et également, donc, pour des implications pour le concept de cognition. Voilà. On va aller vers donc, ce qu'on appelle l'externalisme ou la cognition étendue, la cognition distribuée. Actuellement, le paradigme dominant en ce qui concerne la cognition, c'est ce qu'on appelle un paradigme internaliste ou individualiste qui considère que les processus cognitifs sont exclusivement des processus cérébraux et des interactions entre le neurone.
Il y a des tournants successifs, hein, pourtant, dans l'histoire des sciences cognitives qui vont donc vers un élargissement, cependant, vers un élargissement progressif de l'objet de la cognition. Voilà. On va prendre de plus en plus en compte l'environnement, le corps, ce genre de choses. Donc, c'est ce qui nous amène vers la cognition étendue, cette remise en question donc, de la vision traditionnelle de la cognition, avec cette importance donnée donc, à l'étude des interactions entre le cerveau et l'environnement culturel, social, technologique. La conception internaliste, on pourrait dire, c'est que les processus cognitifs s'étendent à notre environnement et que cela a des conséquences méthodologiques fortes pour l'étude donc, de la cognition, l'étude de la mémoire, l'étude des tâches de navigation, ce genre de choses. L'article classique qui a fait grand bruit en 98, donc Clark et Chalmers, The Extended Mind, l'esprit étendu, où s'arrête l'esprit et où commence le reste du monde. Voilà. Avec l'idée qu'il n'y a pas une frontière nette et que finalement le crâne, voilà, ne constitue pas une frontière qui séparait notre esprit, notre cognition du reste de notre environnement. En termes de terminologie, très rapidement, j'ai parlé de cognition étendue, de cognition distribuée. Donc, on a des terminologies spécifiques. On appelle étendue, distribuée, échafauchée, enchâssée, échafaudée, enchâssée. Il y en a beaucoup. Et on pourrait tout simplement parler ici de cognition étendue ou distribuée, tellement les différences sont minimes et vraiment pour les spécialistes de cette littérature. Voilà. On a également des terminologies donc regroupées. On va parler de cognition située ou de cognition 4E, étendue, enchâssée, incarnée, énactée, ce genre de choses. Donc, ce qui va nous intéresser, nous, pour les deadbots, hein, c'est la question notamment autour de la mémoire, et la manière dont la mémoire peut être distribuée. Donc, d'un côté, je remets pour rappel un modèle de comment est considérée classiquement la mémoire humaine. Moi, je mets dans ce qu'on appelle la mémoire interne. Donc, on a d'un côté la mémoire déclarative, donc la mémoire épisodique ou la mémoire sémantique, hein, qui vont constituer notamment, participer à constituer notre identité personnelle. Mémoire sémantique, c'est le fait que je sache, par exemple, que l'alcool de riz est une spécialité vietnamienne. Voilà, donc ça, ouais, c'est une information, on va dire, encyclopédique que je connais. Paris est la capitale de la France, ce genre de choses. Et épisodique, c'est le fait que je me rappelle avoir bu de l'alcool de riz avec l'oncle de ma compagne. Voilà. Donc ça, je m'en rappelle, je le revis un peu en m'arramblant. Voilà, c'est voilà, la mémoire. Et mémoire non déclarative, le fait de faire du vélo, par exemple, la mémoire procédurale, ce genre de choses. Mais on peut passer maintenant à ce que j'appelle, du coup, mais qui constitue toujours dans le paradigme étendu ou distribué, notre cognition, notre manière de concevoir la mémoire humaine, mais la partie plus ou moins externe. Alors c'est un peu, voilà, on dit externe, c'est juste externe par rapport au cerveau, mais il faut bien concevoir que c'est interne par rapport au système cognitif. On peut le concevoir de plusieurs manières, donc technologique, avec du low-tech, hein, donc ça va être des post-it, des carnets dans lesquels on note des choses, du high-tech, avec ce type d'outils, hein, le smartphone, un agenda connecté qui vous envoie une notification et qui vous rappelle que vous devez passer au magasin, que vous avez un dîner, que vous avez une conférence, un avion à prendre. La cognition peut être également sociale, on va y revenir, et elle peut également se retrouver donc, dans des objets. Voilà. Vous partez en vacances, vous avez un anniversaire, on vous offre des choses, vous le mettez dans votre maison, et quand vous vous baladez dans votre maison, vous vous rappelez, en voyant votre tasse I Love Roma, par exemple, de votre voyage à Rome. Donc ça va susciter, et l'environnement va faire naître des choses. Donc sur le rôle de l'environnement, pareil sur la cognition et la mémoire, alors voilà, juste quelques petits cas d'approche expérimentale. On a ce qu'on appelle le doorway effect, l'effet de passage de porte, que tout le monde a plus ou moins expérimenté, avec le fait que quand on passe d'une pièce à une autre, bah, on compartimente un peu, et le fait de changer de pièce, bah, ça reboot, on va dire, euh, notre tâche cognitive qu'on est en train de faire. Et donc, régulièrement, on a des gens qui rapportent le fait ils sont dans leur canapé ou dans leur salon, ils vont dans leur cuisine chercher quelque chose. Arriver dans la cuisine, c'est qu'est-ce que je suis venu faire là? Un petit doute, on ne se rappelle pas ce qu'on est venu faire, on revient dans la cuisine, enfin dans le salon, et là, ah oui, ils étaient partis chercher telle chose. Voilà. Et là, bon, c'est une petite planche humoristique avec voilà, quelqu'un qui est en train de se faire pourchasser par un criminel. Et, voilà. Il est victime de ce doorway effect. Et
Bref, voilà, il se stoppe instantanément. Voilà. Donc, cognition, donc, elle est sociale. C'est également ce qu'on appelle la mémoire transactive, hein, qui a été théorisée par le psychologue donc, Daniel Wegner en 87. Donc, c'est cette idée donc, que dans, dans les groupes, notamment les couples, les collègues de travail, ils ont mené plusieurs études, et donc ils remarquent que les membres d'un groupe vont distribuer l'information entre eux plutôt que de retenir l'information dans leur propre tête. C'est-à-dire qu'ils vont plus ou moins se spécialiser ou séparer l'information. On va dire que l'information est externalisée, que la mémoire interne va surtout servir d'index pour dire, ah oui, je sais que cette information, c'est lui qui la possède. Cette information, c'est elle qui la possède. Ou alors, on va diviser aussi l'information. C'est-à-dire, je vais retenir la première moitié du numéro et je vais demander à quelqu'un d'autre de retenir la deuxième moitié du numéro. Ici, bon, c'est le numéro de l'accueil de la Massy. Voilà. Et vous voyez que c'est un avantage cognitif clair, hein, c'est que c'est plus facile de retenir 5704 tout seul que 5704 1400. Donc, si on est deux, bon, on va distribuer l'information. Et là, on voit que pour réaliser la tâche cognitive qui va être de passer, par exemple, un appel à la Massy, bah, tout seul, je ne peux pas la réaliser. Voilà. Donc, j'ai besoin, du coup, pour réaliser ma tâche cognitive, d'avoir l'autre moitié que j'ai externalisée et d'être avec lui qui me rappelle, par exemple, 1400. Et ça permet également de libérer des ressources cognitives. Voilà. J'ai besoin d'être moins concentré, d'avoir moins de charge mentale à retenir deux numéros que d'en retenir beaucoup. C'est caricatural, hein, comme exemple. Voilà. Voilà. Autre étude, donc, qui a été réalisée en 2011 par Sparrow et al., qu'on va appeler donc l'effet Google. C'était une tâche de mémoire hein, où les participants avaient 40 phrases à apprendre et des phrases qui sont considérées comme mémorables par les expérimentateurs, des phrases du style l'œil d'une autruche est plus gros que son cerveau. Je veux dire, ça, vous le lisez, vous vous rappelez, c'est quand même assez intéressant. Les participants, bon, il y avait plusieurs variantes, mais ils avaient la possibilité d'enregistrer ces phrases dans des fichiers numériques qui, eux, pour le coup, n'étaient pas spécialement considérés comme étant mémorables. Ils s'appelaient fact, data, info, item. Les résultats, c'est que les participants, on a remarqué qu'ils avaient une très bonne mémoire pour où était située l'information plutôt que pour l'information en elle-même. OK, il y a cette information sur l'autruche, je ne sais plus exactement, mais je peux la retrouver très rapidement en allant dans le dossier item, par exemple. Donc, pour les auteurs, ces résultats vont dans le sens d'une interprétation compatible avec les hypothèses de la cognition étendue. Et ils vont considérer donc qu'en tant qu'être humain, on est dans une relation de plus en plus symbiotique avec les outils numériques. Voilà. Rapidement, mais on peut détacher trois niveaux, hein, donc seulement le fichier numérique. Nous sommes meilleurs pour encoder où est l'information plutôt que l'information en elle-même. On peut l'étendre à des technologies de type cloud hein, qui sont intéressantes en ce sens qu'on peut les avoir constamment dans notre poche et à portée de main à travers les smartphones. Hein, donc, ça permet donc de décharger la responsabilité cognitive dans des dispositifs portables. Et également, ça peut mener à une illusion cognitive. Hein, beaucoup de participants rapportent considérer Internet comme leur propre connaissance. Voilà. À force de décharger beaucoup de choses, on a le réflexe d'aller consulter de l'information qu'on a appris et qu'on a stocké dans un smartphone, par exemple, sur notre cloud, des choses comme ça. Et bien, petit à petit, de plus en plus, vont considérer que tout ce qu'ils peuvent trouver en moins de 10 secondes sur Wikipédia fait partie de leur réseau de connaissances. Et ça, je le sais. Mozart, quand est-ce qu'il est né? Je le sais. Je vous le dis en 10 secondes. Voilà. Autre petite expérience qui a été menée donc, avec un dispositif qu'on appelle le SenseCam, hein, c'est une petite caméra portable avec un grand angle et qui va prendre tout un tas de photos durant la journée. On peut le régler de plusieurs manières, soit automatique, toutes les 15 secondes, ça prend une photo, soit avec un petit système de reconnaissance de mouvement ou de luminosité. Si la luminosité change, bah, ça va prendre une photo. Ça va considérer peut-être qu'il y a quelque chose qui est passé devant mon environnement. Et voilà, pas la peine de prendre 15 photos si je suis devant un mur blanc toute la journée ou devant mon écran, bon, il ne se passe rien. Par contre, si quelque chose se passe, bah, c'est peut-être mémorable, il faut le prendre en photo. Et donc, les études ont mené avec tel outil. Beaucoup d'études vont considérer cet outil comme dans un protocole d'aide-mémoire pour des personnes donc, qui souffrent de troubles de la mémoire. Et donc, l'idée, c'est que l'appareil prend tout un tas de photos durant la journée. Et à la fin de la journée, on compile ces photos pour en faire un petit film qui va permettre donc de consolider ce qui a été vu dans la journée et de pallier à ce qui est censé faire le cerveau normalement.
C'est-à-dire que normalement, bah, vous vivez des choses et le cerveau, il va se remémorer certaines choses qui vont consolider la mémoire, consolider certaines connexions entre neurones. Bah, là, comme on ne peut pas le faire en interne, on le fait avec une aide externe qui va participer à ça. Il y a des résultats assez fascinants sur des patients atteints de troubles d'amnésie. Pour certains, n'ont pas plus de quelques heures de mémoire et qui sont arrivés à avoir jusqu'à 15 jours de rappel sur leur propre mémoire. Voilà. Et le dispositif est également utilisé donc, dans de nombreuses études sur des sujets sains. Et voilà. Voilà, voilà. Donc, des effets positifs, hein, comme je l'ai dit, ça améliore la rétention à long terme, ça donne de meilleures performances, hein, notamment, ça a été comparé à la lecture d'un journal intime. La différence aussi, c'est que bah, le journal intime, vous êtes actif, et vous allez sélectionner l'information. Et pas une capacité illimitée à consigner ce qui peut être arrivé dans la journée. Et d'ailleurs, même vous-même, ce qu'on va percevoir consciemment, bah, c'est qu'une infinité de ce qui passe dans notre champ perceptif. Voilà, on focalise, on a de la cécité d'attention, enfin, on va dire, bah, voilà, ce qui est important, c'est ce qui s'est passé là, et le reste, bah, je n'ai même pas vu ce qui s'était passé. C'est aussi pour ça que souvent les psychologues mettent en garde sur l'importance, enfin le rôle des témoins au tribunal ou ce genre de choses. Parce que la mémoire humaine, de manière générale, n'est pas fiable. Voilà. Ça a également des effets négatifs. Ça peut donc augmenter le risque de fausse reconnaissance et de faux souvenirs. Et là, ça prend plein en photo et on peut scénariser autre chose qui finalement nous est pareil. On peut le rapprocher également, donc j'en parlais au début, hein, du mouvement le quantified self, des pratiques aussi de self-tracking, avec le fait que de plus en plus, on a des informations avec les outils technologiques qui n'étaient pas disponibles avant pour nous, hein, le nombre de pas qu'on fait dans notre journée, les battements cardiaques, notre niveau de stress. Ça, c'est des outils qui nous permettent d'avoir toutes ces informations sur nous qu'on n'avait pas précédemment. On a une capacité pratiquement, on va dire, illimitée de stocker et d'enregistrer tout un tas d'informations qui vont, pareil, avoir des conséquences hein, sur notre manière de nous rappeler des choses, de consigner. Hein. La pratique de la photographie, notamment, pour nous souvenir d'événements, a changé ces dernières années, entre les vieux Kodak dans les années 90, 2000, et les smartphones aujourd'hui qu'on a à portée de main avec une capacité faramineuse de stockage de photos. Voilà. Et ce qui est important, c'est que ces traces externes se contente pas donc de fournir des informations, mais façonne aussi de manière dynamique la façon dont on va se comprendre et où on va se construire narrativement. Voilà. Dans la vie quotidienne, on observe aussi déjà des tendances très fortes à externaliser et à se décharger cognitivement à travers des systèmes d'alarme, de listes, d'agendas connectés et de notifications, de cloud, de réseaux sociaux. Enfin, voilà. On va avoir de plus, tout le monde a recours à de plus en plus d'outils de ce type. Euh, Ça, c'est l'idée de la cognition distribuée. Peut-être avancer un peu. Je pense que c'est assez clair. Juste une idée hein, sur cet externalisme de la cognition, c'est que tous les composants du système jouent un rôle causal actif, comme nous disent Clark et Chalmers, c'est que si on supprime finalement le composant externe, la compétence comportementale du système chutera, tout comme ce serait le cas si on supprimait une partie du cerveau. On est vraiment dans l'idée que le système cognitif est hybride, voilà, composé de parties organiques, donc notre cerveau, bien sûr, mais également de parties sociales, techniques, technologiques, matérielles et également culturelles. Quelques différences sur la cognition distribuée entre les engrammes, donc les traces internes, et les traces externes, qu'on peut appeler exogrammes. Je vais juste parler du dernier, hein, c'est le fait que un engramme, donc un souvenir interne stocké dans le cerveau, il est non permanent, il s'estompe avec le temps et il disparaît avec la mort du sujet. Par contre, un exogramme, la trace externe, elle est quasi permanente, hein, elle a une durée de vie peut-être illimitée et surtout, elle est supérieure au sujet et elle résiste à sa mort. Ça, c'est ce qui nous intéresse, c'est pour ça que j'appuie dessus, c'est ce qui va nous intéresser sur le cas des dead bots. Donc, les traces externes, elles remplissent donc des fonctions qui, si elles étaient exécutées donc dans le cerveau, seraient considérées comme cognitives. Et elles soutiennent, étendent ou complètent donc ces fonctions de manière significative. On parle aussi beaucoup de prothèses cognitives. Voilà. Donc, pour résumer cette partie hein, sur la cognition distribuée, on notera donc, retiendra l'importance du rôle de l'environnement
dans les processus cognitifs, notamment de mémorisation, d'encodage, de stockage et de récupération de l'information, les relations réciproques entre l'être humain et son environnement. Et on retiendra aussi que l'environnement social et technologique a un impact sur la cognition et les stratégies cognitives. Maintenant, je voudrais en venir donc, au cœur de cet exposé, à savoir les implications éthiques donc, de cette hypothèse distribuée sur l'acceptabilité des deadbots. Juste petit retour par le CCNE qui dit la chose suivante: les photographies et les enregistrements audio et vidéo permettent déjà d'assurer une capacité de remémoration d'une personne après sa disparition. Il n'y avait pas besoin d'attendre les deadbots, votre grand-père ou votre grand-mère est décédé, vous avez toujours l'album photo familial dans lequel il y a des souvenirs qui vont permettre de réémerger, de reconstruire des choses. Les chatbots pourraient donc n'être qu'une étape supplémentaire sur cette voie ouverte par la technologie depuis l'invention de l'écriture. Cependant, la capacité des agents conversationnels à générer des propos nouveaux que la personne imitée n'a jamais proférés de son vivant nécessite dès lors une attention particulière car elle différencie des techniques de remémoration plus anciennes. Je voudrais, du coup, comme je vous disais, repenser l'éthique à la lumière de la thèse de la cognition étendue, ce qu'on appelle la neuroéthique, avec cette idée qu'en prenant une décision sur la façon dont nous structurons notre environnement, dont nous décidons de la façon dont nous devrions penser. Si on prend en fait que l'environnement social technologique a un rôle sur notre cognition, donc sur notre mémoire, sur notre identité personnelle, ce qu'on autorise comme nouvelle technologie a un impact sur la manière dont on va penser. Donc, à réfléchir aussi en amont. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que Né-Lévy dit qu'il faudrait que de telles décisions doivent être informées donc, par la neuroéthique. En prenant en considération, c'est important, le fait que la cognition puisse être étendue et distribuée. Un rapide exemple, un petit détour avant de retourner au deadbots, sur une expérience qui a été faite sur des chauffeurs de taxi qui devaient utiliser un dispositif de réalité augmentée qui faisait également GPS. L'expérience a été menée sur plusieurs mois. Et donc, on a observé qu'au bout de plusieurs mois, l'utilisation quotidienne du dispositif avait un impact direct et négatif sur la connectivité fonctionnelle de l'hippocampe, une région du cerveau qui est impliquée donc, dans la navigation spatiale et également dans les tâches de mémoire. Et en gros, il y a une diminution de volume d'une partie du cerveau. Voilà. Du coup, si on veut repenser l'étude à la lumière de la thèse de la cognition étendue, ce qu'on voit, c'est qu'il y a cette diminution du volume de l'hippocampe. Si on est dans une posture internaliste, à savoir notre cognition et notre mémoire se situent dans notre cerveau, elle est délimitée par cette frontière qu'est le crâne, alors on a une diminution des capacités cognitives et on va vers une évaluation négative donc, de la cognition humaine. Par contre, si on accepte l'hypothèse de la posture de position externaliste, qui je suis est en partie une fonction donc, de mon environnement, alors il n'y a pas de diminution des capacités cognitives. On pourrait même dire qu'il y a une augmentation des capacités cognitives. On peut imaginer que le système est plus efficient. Il se tient un jour en temps réel des accidents, des bouchons, il peut passer par un meilleur chemin. Et donc, on pourrait aller vers une évaluation davantage positive une acceptabilité de ces dispositifs. Voilà. Ça, c'était avant d'aller au deadbots, mais c'est à peu près le chemin que je voudrais prendre, à me dire, voilà, le changement de cadre théorique a une implication sur l'évaluation éthique. Important, donc pour revenir au deadbots, voilà, on sait que du coup, j'ai parlé que la cognition était distribuée, la mémoire également distribuée, mais également les émotions. On parle de niche affective, de couple organisme-environnement, qui permettent donc de réaliser des états affectifs spécifiques, notamment la musique. On met de la musique pour générer des types d'humeurs particuliers. Ça, on peut assez bien le maîtriser et on sait que... voilà. Ces niches affectives peuvent être rendues donc, par Internet. Voilà. Et donc, elles influencent dans ce que nous ressentons, le moment où nous le ressentons. Voilà. Et ça peut, pareil, les spécificités de l'environnement technologique connecté peuvent engendrer des tâches cognitives. Par exemple, les notifications de l'agenda. Voilà, donc j'ai une réunion dans 2 jours, j'ai une réunion dans 2 heures, c'est des notifications qui viennent, donc il me dit, il ne faut pas que je l'oublie, il faut que je prépare ma conférence, et également donc, des émotions. Émotions donc, qui peuvent être, comme pour le biologique, elles peuvent être spontanées, intentionnelles ou non,
On peut penser, par exemple, aux rétrospectives émises par Spotify. Vous écoutez de la musique et à la fin de l'année, que ce soit Spotify ou Facebook, ils vous envoient comme ça une rétrospective de votre année. Donc, vous n'avez rien demandé, mais d'un seul coup, il y a ça qui vous ramène dans ce que Daniel Vesperman appelle donc la nostalgie transactive, là, la nostalgie connectée, étendue. Voilà. Et pareil avec Google, voilà, un souvenir, donc je vous disais avec un mug, une date, un calendrier, vous voyez la date de votre grand-mère, voilà, et également l'application Google Photos qui régulièrement vous envoie des notifications. Alors rappelez-vous, il y a 2 ans, vous n'avez rien demandé, mais encore une fois, boum, vous vous retrouvez dans un état de nostalgie. Ah, c'est vrai, il y a 2 ans, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Voilà, vous avez également revivé l'instant, ce genre de choses. Donc, voilà, vous n'avez rien demandé, mais ça fait partie maintenant de votre système cognitif et de votre pareil, vous pouvez parler d'émotions distribuées, de nostalgie transactive comme le fait Vesperman, avec cette idée que bah, voilà, le système me pousse à ressentir certaines émotions. Je peux le faire moi-même en écoutant une musique particulière, ou le système peut le faire de lui-même également. L'identité personnelle peut également être distribuée. Voilà, on se repose sur tout un tas de traces externes et ces traces nous aident à construire et à déterminer et à préserver donc notre identité narrative. Voilà. Euh, voilà. On peut voir également que beaucoup de choses qui sont dans nos maisons et qu'on va stocker fournissent donc des informations fiables auxquelles on peut se raccrocher à différents stades de notre vie. Il y a des études qui ont été menées notamment par Telakivi et Hippolito, notamment avec des maisons connectées, mais aussi des maisons non connectées. Le fait que des patients atteints de troubles de l'Alzheimer ont plus d'autonomie dans un environnement familier que non familier, parce que les choses vont permettre, voilà, il y a peut-être une distribution de leur mémoire qui se retrouve dans leur environnement et qui va générer des choses. Voilà. Et donc, let's go, ces conditions sociales, je le redis, hein, l'identité narrative se construit donc également dans nos relations avec les autres. Et les deadbots permettraient donc peut-être aux personnes endeuillées donc de maintenir une sorte de relation avec des personnes décédées et donc de continuer de façonner donc intérêts, choix et les conceptions qu'on a de notre identité personnelle. Le simple fait de savoir qu'ils sont là, c'est-à-dire comme une ressource régulatrice persistante, peut avoir une signification émotionnelle pour l'endeuillé, selon Kruger et Osler. Alors on en revient avec cette question un peu provocante, hein, mais le deuil est-il nécessaire voilà, avec cette idée qu'en fait, les deadbots s'intègrent dans un ensemble de pratiques quotidiennes qui soutiennent les habitudes d'intimité. Ils vont éprouver la présence d'un être cher décédé à n'importe quel moment de la journée. Et cela pourrait être d'autant plus vrai pour les nouvelles générations habituées donc aux communications numériques. Donc ça changerait peut-être pas grand-chose. On se construit dans notre relation à autrui par rapport aux discussions qu'on a. Il y a de nombreux exemples qui sont pris dans la littérature sur le fait de poser des questions, partager un état émotionnel, enfin voilà, et que voilà, ce qui compte, c'est pas tant que ce soit simulé ou autre, mais que ce soit une interaction qui est familière. Voilà. Et donc, je disais, le deuil est-il nécessaire? C'est plutôt différentes conceptions de deuil qu'on pourrait considérer. Conception classique, d'après ce que j'ai compris, qui serait héritée notamment d'une conception freudienne, encourage, incite à surmonter le deuil et à laisser derrière soi la personne décédée. Les psychologues, Klaas et Stephen, en 2017, également que le philosophe Kruger et Oslev, eux vont davantage concevoir le deuil comme la nécessité, du coup, d'aller vers ce qu'on appelle du lien continu. Ils vont parler de pseudo-lien, voilà, avec cette idée qu'un travail de deuil sain ne devrait pas tant consister donc à se désengager émotionnellement et à reléguer les morts donc derrière soi dans le passé, mais plutôt qu'un travail de deuil sain consisterait à trouver des moyens de développer et d'entretenir donc de nouvelles relations avec les personnes décédées. Donc c'est tout un nouveau paradigme qui est pas commun, hein, qui est loin d'être classique, mais qui est travaillé. Et donc, ça a été rapproché par Kruger et Hessler, donc ils ont mis ça en lien avec la question des dead bots. Et nous pouvons donc, et devons peut-être trouver des moyens de construire donc, des liens significatifs avec les défunts qui les intègrent de manière créative dans nos vies et nos relations durables. Ce que permettrait, du coup, les dead bots. Une nouvelle manière d'avoir du lien, d'avoir cette familiarité, d'avoir cette intimité hein, qui est importante avec les personnes décédées qui faisaient partie de notre entourage.
Et donc, pour conclure, hein, je rappelle, hein, la thèse, c'est que le changement de cadre théorique implique peut-être un changement d'évaluation éthique, que la cognition distribuée technologiquement donc, peut constituer un argument en faveur des dead votes, peut-être, mais qui ne permet pas de résoudre donc, tous les problèmes, notamment penser à la gestion du deuil, à la dépendance, à l'autonomie, au caractère inauthentique de la relation aux dead votes. Toutefois, si on prend la cognition distribuée également socialement, avec cette histoire de lien, de familiarité, ça peut également constituer donc un argument en faveur des dead votes, avec donc d'autres conceptions de deuil, le lien continu, et le fait qu'avec le lien avec le défunt n'est pas un lien imaginaire pour répondre à la critique de l'inauthenticité, mais que c'est plutôt ce lien est plutôt maintenu et surtout modifié par l'utilisation de pratiques imaginatives d'engagement, ce que disent Kruger et Osler. Voilà. Donc pour mot de la fin, je citerai donc cet article de Newton. Cela fait moins d'1 an que Mazurenko est décédé et il continue à occuper une place importante dans la vie des personnes qui l'ont connu. Lorsqu'il leur manque, ils envoient des messages à son avatar et se sentent alors plus proches de lui. Il y a beaucoup de choses que je ne savais pas sur mon enfant, m'a dit la mère. Mais maintenant que je peux lire ce qu'il pensait sur différents sujets, j'apprends à le connaître davantage. Cela me donne l'illusion qu'il est là maintenant. Nous pouvons donc peut-être, dans certains cas, donc continuer d'exister à travers un système d'IA. Je vous remercie. Voilà, c'est exploratoire, il y a beaucoup de choses à faire. Voilà. Oui, oui. Arrêtez le partage d'écran. Je vais reprendre le son 1 minute, il n'y a pas d'écho. Hein. Merci beaucoup, Nicolas. Bon, c'était passionnant. Hein, donc, il va y avoir de nombreuses réactions et questions. Alors, j'abuserai de ma position. Après tout, je suis responsable de l'invitation pour faire 2 remarques. Hein. Première remarque, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ta démarche, c'est la dimension du méthodique, méthodologique même. En fait, nous sommes d'accord que dans cette chaire, ce qu'on essaie d'apprécier, c'est ce que j'appellerais le caractère heuristique des pratiques technologiques. Parce que, comme tu l'as montré, c'est au sein même des usages, des pratiques, et d'ores et déjà des offres par le biais des startups que se dessine un nouveau monde ou un monde qui décale légèrement ou beaucoup celui dans lequel nous évoluons normalement, habituellement, ordinairement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, la manière dont tu as transformé, je t'invite à continuer à le faire, cette contrainte que je t'avais moi-même donnée devant des étudiants ingénieurs, etc., la manière dont tu as transformé cette contrainte en un moment de co-design avec les ingénieurs, tu as fourni des éléments qui permettent d'appeler d'autres éléments, puisque tu reprends les photos du PowerPoint, enfin de ce qu'ils avaient produit eux-mêmes, d'autres éléments comme la jurisprudence, etc. Et on voit bien, c'est ma remarque, hein, je le dis pour tout le monde, que l'éthique de l'intelligence artificielle, du numérique et des données ne se détermine pas en dehors de ces pratiques. Ce sont bien ces pratiques, quand on les observe avec la minutie nécessaire, qui appellent l'éthique. Elles appellent l'éthique et comme ces pratiques sont inventives, c'est le point que je voudrais souligner, elles sont inventives tant chez les usagers lambda, chez les early adopters, comme on le dit dans les savoirs de l'innovation, elles sont donc aussi inventives chez les startups elles-mêmes. Voilà, elles sont inventives chez les startups elles-mêmes. Du coup, tout cela fournit de la matière pour une invention aussi éthique. Une invention éthique. Et je crois que ton interprétation du phénomène, elle est exemplaire de cette démarche que j'appelle de mes voeux et qui implique toute une discipline pour la philosophie à la croisée d'autres savoirs qui sont de type expérimentaux. Vraiment, tu maîtrises très bien les choses. Alors après, y a-t-il véritablement de nouveautés? Alors évidemment, c'est un de mes chevaux de bataille, pour moi, spécialiste de l'innovation, de savoir s'il y a vraiment nouveauté dans l'innovation. Évidemment, tout ce que tu dis est bouleversant sur le plan psychologique. Tu parles de tabou, c'est-à-dire quelque chose qui renvoie tout de même attention, à des rites qui sont très installés, qui font tradition pour la structuration de l'individu. Violer un tabou, ça implique une guerre de religion. Voilà. Or, je ne suis pas du tout certain qu'on soit dans quelque chose de radicalement nouveau, en dépit des émotions fortes que cela nous procure. Pendant que tu parlais, je consultais très rapidement cette fameuse thématique du voyage dans l'Hadès, qu'on trouve dans toute la poétique mythologique de l'Antiquité. Il faut se souvenir que Giambattista Vico nous disait bien que les fables des anciens, c'est un mode de connaissance de la réalité. Il y a un savoir mythologique.
Ce savoir mythologique, quelqu'un comme Alexei Greenbaum, auteur que j'aime bien personnellement, le réinvestit tout en étant compétent en matière théologique, hein, aussi bien dans Les robots et le mal, que nous avions, ouvrage pour lequel nous avions invité tout récemment à propos de ChatGPT, dans Paroles de machine. Dans tous les cas, ce qu'il s'agit de penser, c'est précisément la valeur éthique de la rencontre des esprits du passé. Ulysse, dans le chant 11 de l'Odyssée, ne va pas dans l'Hadès pour autre chose que rencontrer Tirésias. Toi, tu dis, on va consulter Descartes. Moi, je pensais à De Gaulle. Je pensais à la grandeur du passé. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ce thème de la fréquentation des défunts peut avoir lui-même, j'ajoute un élément, une portée importante du fait de la valeur d'exemplarité de certains défunts, et du coup, une vertu, enfin, un type de, disons, de démarche qui est l'approche par les vertus, qu'on aime bien dans la chair, l'approche arétaïque, pourrait s'en trouver stimulée. Tu vois, ce sont des remarques, mais qui visent aussi à te remercier de la richesse de ton texte qui peut donner quelques très bons articles. Bravo. Pour rebondir sur ce que tu dis, Faut que tu ouvres ton micro, je pense. Pour rebondir sur ce que tu dis, sur la démarche, enfin, et le fait de la nouveauté, anthropologiquement, enfin, on peut voir que ces pratiques d'aller communiquer, voire communier avec les morts, on la retrouve aussi dans plusieurs cultures, sous différentes formes. Donc là, il y a la particularité technologique qui change un peu la donne et qui modifie les choses, mais il y a potentiellement la pratique de recourir à des médiums ou des voyants, à des chamans. Pour un moment, il y a une question importante, et ben, je ne peux pas la traiter, j'ai un passage important dans ma vie, ben, je vais voir le chaman pour peut-être communiquer avec les ancêtres. Donc, c'est des pratiques, enfin, ça rejoint peut-être un peu ce que tu dis aussi, qu'on peut retrouver aussi sous d'autres formes que celle technologique qui est proposée là par la question des deadbots, qu'on retrouvait donc aussi chez les anciens de manière mythologique aussi dans les grands récits, fait que les ancêtres sont importants aussi. Je crois qu'il faut ouvrir le micro peut-être. On ne vous entend pas. Viens poser la question directement ici, s'il te plaît. Chacun va se déplacer. Non, il y a certains d'entre nous qui sont connectés déjà. Voilà. C'est très... Je m'assois là. Non, pose ta question. Bon. Ça va là, tout le monde m'entend? Oui. Oui, donc vraiment merci. C'était passionnant. C'était très riche. Tu as ouvert beaucoup de boîtes. Donc difficile de savoir comment questionner tout ce que tu dis. Alors, en effet, parce que progressivement, tu amènes même à une déconstruction de qu'est-ce que c'est que la cognition à la mémoire, parce que tu intègres l'affectivité et la question de l'identité. Donc, finalement, par rapport à tes travaux, parce que c'est aussi la question du sentiment d'activation de soi via ces mémoires étendues. Donc, est-ce que ça te fait exploser aussi non seulement la cognition, mais la question de la subjectivité et la construction de la subjectivité, de l'être là, en fait, c'est sa première question. Et puis la deuxième question, c'est au niveau des termes par rapport à la question de la traduction en anglais, parce que ce que tu dis, je trouve que c'est passionnant et ça montre à quel point finalement, moi j'ai envie de dire aujourd'hui, on est des appendices de nos environnements. C'est-à-dire, tu vois, l'idée de cognition étendue, de cognition distribuée, de cognition incarnée, c'est systématiquement l'idée que l'humain, en fait, il a une action vers l'extériorité, alors que de plus en plus, je me dis qu'au niveau épistémologique, on devrait inverser le postulat. Même en termes de psychologie du développement dès l'enfance, l'environnement est premier. Et nous construisons en tant qu'appendices des environnements, on se connecte à ces environnements, on se plug. Mais finalement, est-ce que tu n'as pas l'impression qu'au niveau terminologique, les concepts qui sont toujours utilisés donnent l'illusion que le processus, il est dans l'autre sens? Même si au moment de l'activité cognitive, il y a eu une illusion de l'action vers l'environnement. Tu vois, donc je voudrais savoir. Alors, on a parlé de couplage. Je ne sais plus si finalement on peut dire il y en a un qui est premier ou second, puisque c'est finalement une interaction en permanence entre les sensations, le corps, l'affectivité. Mais j'ai l'impression qu'actuellement, les termes font perdurer
une épistémologie qui est fausse par rapport à ce qu'amènent justement ces travaux, voire même la manière dont les usagers pratiquent ces technologies. Donc, je voulais avoir ton avis là-dessus, niveau épistémo. Et la deuxième question que je trouve très passionnante aussi, c'est le fait, en effet, et là, j'aime ta liberté, ta liberté intellectuelle, parce qu'en effet, ce qui est intéressant, c'est que ça pose la question aussi de la continuité en fait des présences, sentiment de présence, de disparition ou de présence. Et dans les sociétés orientales, on est toujours avec les êtres disparus qu'on côtoie tous les jours dans la maison. Donc c'est intéressant, c'est comme si finalement via les deadbots, il y avait une sorte de rencontre en fait interculturelle sur la question du rapport à la mort et aux êtres disparus. Donc c'était aussi une réflexion sur finalement la dimension intéressante des technologies qui nous font se rencontrer culturellement sur le rapport en fait aux morts en fait. Pas besoin d'aller du côté des chamans. Je trouve que c'est voilà. Donc juste deux questions, parce qu'il y en aurait plein d'autres. Et alors à ce propos, il y a une autre question qui avait été posée dans le chat par Teddy Harmonia. Donc je la traduis. Comment, enfin je l'énonce. Comment c'est lié au premier point de Fabienne. Je crois que ça recoupe. Comment la théorie de la cognition distribuée traite-t-elle le concept de l'individualité et de la responsabilité personnelle dans le processus de pensée? Voilà, Si notre cognition est en partie déterminée par des facteurs externes, dans quelle mesure sommes-nous responsables de nos pensées et de nos actions? Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Tu vois, donc, ouais, et répond au niveau épistémo, mais également avec l'implication philosophie politique. Oui, oui. Tu vois, si tu peux. Et où t'en es, toi? Je sais pas Oui, si oui, on est non, dans non, le non, débat. alors, ça fait beaucoup de choses. Tu dis deux questions, mais déjà dans la première, il y en avait plusieurs. Alors, ouais, c'est compliqué. Sur le côté déjà langage et comment on en parle, je suis d'accord qu'il y a des ambiguïtés. Je l'ai mentionné rapidement en parlant, voilà, on parle d'internalité, on parle de traces internes, de traces externes. À un moment, j'ai fait donc cette taxonomie, la mémoire interne, la mémoire externe. Déjà, ça, c'est un peu trompeur. C'est quand même ce qu'on trouve dans la littérature, parce que c'est toujours le problème quand il y a un paradigme dominant, et que et du coup, on est obligé de se situer aussi par rapport à lui. Et donc, on est obligé de dire ça, c'est des traces externes. C'est pour ça que j'ai précisé, on dit externe parce que ce n'est pas dans le cerveau, mais il faut bien prendre conscience qu'elles sont internes au système. C'est-à-dire que le système cognitif lui-même, il n'est pas interne. Voilà. Donc là, il y a une ambiguïté qu'il faudrait lever. Donc souvent, on va parler de plus en plus dans la littérature sur la cognition étendue ou distribuée, de traces plutôt organiques ou biologiques, voilà, pour ce qui serait dans le cerveau, voilà, par rapport à des traces étendues qu'on trouverait donc dans l'environnement. Voilà. Et ce qui est interne, donc, en fait, c'est tout le système cognitif qui englobe l'environnement. Il y avait une question aussi donc, sur je ne sais pas comment on pourrait dire ça, mais la polarité de l'individu dans tout ce système. Pour qui est partisan de la cognition distribuée ou étendue, même l'environnement culturel va faire partie donc de la cognition. Enfin, et c'est marrant, c'est que ça fait même encore aujourd'hui, donc pour des gens qui ne sont pas en philo, voilà, quelques mois là sur Gipsalab, il y avait Antoine Coutreau qui était venu, donc qui fait des sciences cognitives, du traitement du signal. Et il parlait, donc il mettait l'essentiel de sa conférence était basé sur la cognition, l'impact de l'environnement sur notre cognition. Voilà. Et c'était un peu perçu comme une nouveauté, alors que ça fait quand même longtemps qu'en philo, on sait que la culture a un impact, on peut remonter à Montaigne, a un impact sur ce qu'on peut penser, ne serait-ce que éthiquement. Voilà, enterrer les morts ou les manger, par exemple. Montaigne en parle. Enfin voilà, c'est choquant pour nous, c'est choquant pour eux. Voilà, et on sait que nos pratiques éthiques sont culturellement, enfin, ancrées. Depuis Mauss, on sait que pareil que la manière dont on ressent notre corps, voilà, on pourrait dire il n'y a rien de plus proche que moi et mon corps, et c'est des choses qui me sont très personnelles. Et ben mon corps, et ça s'imprime jusque dans nos os, ben, on sait aussi depuis Mauss que c'est culturellement ancré aussi. La douleur que ressent un occidental quand il prend la position accroupie, au bout de quelques instants, ben ça c'est de la culture. Le fait qu'un canne asiatique puisse rester accroupi des heures comme étant une position de repos, bah, c'est de la culture. Et l'environnement. Donc là, on pourrait dire c'est la corporalité est distribuée, elle est
construites par l'environnement culturel. Et pour la cognition, bah, on est là aussi. En termes épistémologiques, il y a des gros enjeux, et ça fait un moment déjà qu'ils sont soulevés, mais pas si longtemps, hein, depuis une dizaine d'années, sur ce qu'on appelle donc les WEIRD, donc White, European, Industrial, Rich People. Voilà. C'est-à-dire, c'est le fait que les expériences, notamment en psychologie, en sociologie, sont souvent basées donc, sur les sujets qu'on trouve sur les campus. La plupart des expériences sont faites sur des campus aux États-Unis ou en Europe, et donc les participants à ces expériences, bah, c'est des Européens, des Occidentaux, qui sont blancs, qui ont été nourris par une certaine culture, qui sont souvent riches, surtout pour ce qui est les États-Unis. Si vous êtes pauvre, vous n'allez pas à la fac. Donc, vos processus cognitifs et psychologiques, ils sont particuliers. Et donc, pourtant, les psychologues, ils ont fait longtemps leurs travaux en disant, bah voilà, les gens, ils se comportent comme ça, et on généralise à partir, en fait, d'un type très spécifique de sujets. Donc là, il y a une critique épistémologique à prendre en compte. En fait, c'est la personne que vous êtes est déterminée par votre environnement social, économique, etc. Sur la cognition des... Je me perds un peu avec toutes les questions. Voilà, donc ça répond peut-être à une partie de tes questions. Alexandre Bretel. Oui, merci. Alors, je t'appelle la même Alexandre. Alors, du coup, j'avais une... En fait, Ok, on m'entend bien. Du coup, j'avais une question aussi de méthodologie, c'est-à-dire, est-ce que tu sais si ça existe ou est-ce que tu comptes faire une étude sociologique avec les personnes qui sont en deuil ou des professionnels du deuil pour voir quel est leur avis sur la question et notamment, pas seulement quelques travaux particuliers, mais de voir s'il y a consensus ou dissensus par rapport à l'usage de ces technologies. Donc là, c'était ma première question. Et deuxième question, là, c'est plus une réflexion personnelle. Est-ce qu'on pourrait parler de ces deadbots comme de zombie-bots au sens où finalement ils prennent uniquement les traces exogrammes par définition, c'est-à-dire que c'est uniquement les traces numériques qu'on laisse sur les applications ou volontairement. Donc, est-ce que ce n'est pas une partie amputée de la personne qui finalement interagit? Et à quel point est-ce que c'est pertinent dans un travail de deuil ou un travail de compagnonnage si jamais ça sort du cadre du deuil? Voilà, merci. Alors là encore, j'ajoute un point qui va rebondir. Récemment, dans son livre, Pierre Casounogues sur la bienveillance des machines, que j'ai recensé longuement pour implication philosophique, Pierre Casounogues insiste sur la figure du zombie, pour bien comprendre, figure mythologique qui vient d'une culture pop, hein, mais qui est très importante, pour bien comprendre en effet ce qui peut se passer avec ce type de machine. Je crois que merci Alexandre, c'est très pertinent, je trouve. Alors, sur la question du zombie, donc on est sur le zombie philosophique, je pense que tout le monde connaît, hein, mais donc on n'est pas sur le mort-vivant des films de Romero, mais on est sur le fait qu'un zombie philosophique, ce serait une personne comme vous et moi, qui se comporterait comme je le fais, à cette différence près qu'elle n'aurait pas de qualia, pour prendre les termes, c'est-à-dire pas d'existence subjective. Voilà, c'est pour résumer, voilà, ce serait l'idée, pas de phénoménologie propre. On pourrait très bien considérer un deathbot, du coup, comme tu dis, comme un zombie-bot, au sens philosophique. Ce à quoi je pourrais répondre, est-ce que ce serait gênant ou problématique dans la mesure où, pour un être quelconque, tous les autres sont finalement, enfin, plus ou moins des zombies, dans la mesure où je ne fais que projeter ce que je ressens moi, c'est-à-dire j'ai une expérience perceptuelle et phénoménologique, une expérience vécue propre, personnelle, et je vais supposer que tu as la même. Okay. Mais ton esprit, en vrai, est une boîte noire et tu donnes tous les signes qui confortent dans le fait que tu dois vraisemblablement, à l'intérieur, ça doit vraisemblablement se passer de la même manière qu'à l'intérieur de moi-même. Voilà. Mais en fait, dans notre interaction, peu importe le fait que tu vois ce que je veux ou pas. Donc, on pourrait répondre comme ça. Est-ce que si l'interaction se passe et que je ne suis pas capable de dire si tu es un deadbot ou pas, est-ce que voilà, on peut considérer que tu es un zombie, mais est-ce que ça changerait quelque chose au lien qu'on pourrait entretenir ou pas? Voilà, c'est juste une réflexion un peu provocante et stimulante comme ça. Et ta première question, pardon. C'était pour savoir si il y avait une étude sociologique du coup qui aurait été menée auprès de personnes en deuil pour leur avis sur la question
et de même une étude sur des professionnels du deuil si jamais ça existe ou si c'est en projet. D'accord. Alors, moi-même, je commence un peu à m'intéresser sur la question, donc je n'ai pas connaissance de toute la littérature. C'est vraiment une question qui émerge, donc ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup d'études déjà dessus. Philosophiquement, on pourrait déjà lancer, je pense, une expérience de philosophie expérimentale avec tout un tas de scénarios et un sondage de grande ampleur sur prolifique, par exemple, qui pourrait nous donner une manière d'évaluer un peu la question. Et effectivement, il faudrait des données, plus de données sociologiques, psychologiques. Voilà. Alors, il y en a un petit peu, pas beaucoup de ce que j'ai pu voir sur les articles récents sur la question qui dataient de 2022 et 2023. Voilà. Je n'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup. Et en même temps, voilà, les technologies et les applications ne sont pas encore totalement sur le marché. Il n'y en a pas beaucoup. C'est quand même quelque chose de niche pour l'instant. Tu parlais de early utilisateur. Early adopter. Oui, voilà. Donc, Typiquement, Kanye West oui. est un early adopter. Excusez-moi, je parle franglais, mais c'est vraiment la logique de l'innovation est souvent en franglais. Quand les couples sont les early adopters, on peut être certain qu'il y aura une percée. Oui. Et que des concurrents de la première startup vont prendre la suite. C'est-à-dire, c'est pas très bon signe là. Parce que c'est un cas typique où nos pratiques sont très en amont des nouveaux rites qu'il faut instituer. Alors, donc j'appelle maintenant Dakota Roots qui a une question à poser. Ah oui, tout le monde entend. Je vais utiliser la caméra de Louis, comme ça je peux. En fait, j'ai écrit mes questions, comme ça je peux. Je les garde. La chance, ça t'aide. Je vais commencer avec merci pour cette présentation. C'était super intéressante. En fait, c'est pertinente pour ma recherche et aussi je suis intéressée par le sujet. Merci aussi Fabien. Je pense que votre question sur la notion de présence, c'est très important. Alors, je vais peut-être demander mes questions en anglais parce que je pense que je vais être plus à l'aise et je peux mieux expliquer. I think you did a really good job of tracing the ethical issues around deathbots, of presenting the optimistic and pessimistic perspectives on deathbots. So great job, and I agreed with that. And I think extended cognition is one way of thinking about deathbots. So thinking of it as an extension of our cognition, literally. So the first question is about in your presentation, you said deathbots produce a lot of emotions because it makes people think about death, immortality, grieving. Can we escape death? And I'm interested. I don't have an exact answer. It's more of a discussion. Is this emotion because is the emotional problem that we think that deathbots are actually a weak and feeble and inaccurate representation of the humans that they replace? So is the problem that they don't replace the person, that they're a mockery of the person? Or is the emotional problem that we fear being replaced, that it will be a replacement? And I was just curious what you thought. Would you like me to ask the second question, or maybe we do one and one? Tu veux que je réponde en anglais ou en français? Non, en français. Okay. Je pensais que Ça rejoint un peu ce que disait Alexandre. Là, ça mériterait de données sociologiques pour savoir ce que pensent vraiment les gens. Alors, déjà, là, on rejoint peut-être, on trouve beaucoup en robotique pour la question de l'inquiétante étrange, la vallée de l'étrange. Voilà, c'est cette idée que voilà, il y a une confusion des genres entre ce qui devrait être mort et ce qui devrait être vivant, déjà, donc il y a ça qui touche. Et la réaction, elle est aussi viscérale. C'est une réaction un peu instinctive de ce que j'ai pu observer. Il faudrait voir si ça se généralise ou pas. Hein. Donc, c'est pour ça que je l'ai dit, à prendre avec des pincettes et faire une étude, essayer de corroborer sociologiquement, enfin, avec des données. Voilà. Par contre, si on parlait à des personnes concernées qui venaient de perdre quelqu'un, je n'ai pas eu l'occasion de voir quelqu'un qui avait perdu un proche et de dire hey, est-ce que tu serais prêt à utiliser voilà, il faudrait faire ça peut-être dans un cadre avec un professionnel aussi. Et voilà, bon. En tout cas, ça ne s'est pas présenté, mais voilà. Quand on en parle, j'ai remarqué qu'il y avait un petit dégoût. Quand les gens même voient la série Black Mirror, ça les gêne.
voilà, les avis, les commentaires qu'on peut voir, les critiques. Voilà. Bon, la série est reconnue unanimement, hein, c'est un bon épisode, une bonne série, mais ça gêne. Il y a quelque chose qui vient gêner. Quelque chose qu'on peut dépasser, hein, je pense, peut-être, à voir. Mais par contre, si on parle à des personnes ou qu'on les fait vraiment imaginer par quelqu'un, même s'il y a des goûts, il y en a plein qui avouent qu'ils iraient vers l'utilisation d'un tel dispositif. Donc, à voir. Il y a le fait qu'on a une technologie. Alors, est-ce que, comme tu dis, ça imite, est-ce que ça remplace, est-ce que ça part? Enfin, c'est le problème avec les robots et ce truc de vallée de l'étrange. Le fait que ce soit pas là non plus, pas dans les habitudes aussi. Donc, ce qui est nouveau va déranger aussi. Voilà, il y aurait tout un travail à faire dessus sur pourquoi, sur certains sujets, les gens ont des réactions viscérales et comment ces réactions, pareil, viscérales et instinctives, vont vers une évaluation éthique. Ça fait un moment, hein, comme j'ai beaucoup de choses à faire, ça traîne, mais à un moment que je suis en train d'essayer de traduire un article de Léon Casse, qui était l'ancien président du comité de bioéthique à la Maison-Blanche, et qui a publié un article qui s'appelle le Yuck Factor, the Wisdom of Repugnance, enfin, quelque chose comme ça. Donc, le principe voilà, principe de répugnance en disant, et dans son article, il dit voilà, le dégoût voilà, qu'on ressent sur certaines questions. Alors lui, il parlait du clonage, mais le dégoût qu'on ressent sur certaines questions est révélateur pour lui. C'est une sorte d'ultime sonnette d'alarme de notre moralité interne, donc, qui aurait été implantée par nous, par Dieu, ce genre de choses. Mais voilà. Donc pour lui, le dégoût, il faut vraiment le prendre en compte. Moi, je critique un peu ça, parce que ce dégoût, on l'a eu pour tout et tant de choses. Et je pense qu'il y a un glissement axiologique entre un caractère esthétique et une implication éthique qui ne va pas vraiment. Et ce dégoût, bah, on peut l'appliquer pour condamner, et ça a été fait d'ailleurs, hein, mais les relations interraciales aux États-Unis, enfin voilà, une personne noire avec une personne blanche, ça suscite des dégoûts. C'est aussi les arguments qu'on retrouve pour les homosexuels, ce genre de choses. Donc pour moi, on ne peut pas en faire un principe éthique, mais certains le font. Voilà. Donc, il y a des choses à travailler entre l'éthique et le sentiment esthétique profond qu'on peut ressentir. Voilà. Je ne sais pas si ça répond. C'est compliqué de répondre à ta question parce que il n'y a pas de données sociologiques sur. Voilà. Mais il y aurait une grosse enquête à faire sur ces questions-là, c'est sûr. Ouais. Oui. Oh non, sinon je peux attendre jusqu'à la fin et comme ça, s'il reste du temps, je peux demander une deuxième question. Non, 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 je pense que ça fait plus de sens. Comme ça, si Chloé a une question, ouais. Donc, voilà, il faut... Ouais, merci. Je me vois. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Alors moi, je suis sociologue, du coup, et je me définis comme socio-anthropologue. Donc du coup, j'ai plutôt écouté les choses sur la cognition, auxquelles je ne comprends pas grand-chose encore. Donc c'est pour préciser mon point de vue, d'où est-ce que je parle. Je travaille sur les questions de fin de vie, de décès et de rapport aux morts. Donc, et la question du deuil, etc. Donc ça se pose un peu là. Merci d'être là. Merci pour la présentation. Peut-être juste une ou deux réflexions, mais par rapport à la présentation, entre dead and death, moi, je parle tout le temps des morts. La mort, par définition, je ne sais pas trop ce que c'est. Donc, du coup, pour moi, ce serait une manière de dire, OK, c'est peut-être plus précis de parler de dead boat que de death boat. Mais ça, c'est à la sauvage comme ça. Sur la question du live logging, pardon, on avait publié avec une chercheuse qui est en sciences de communication un article sur le death logging. Donc voilà, pour poursuivre un peu ces thématiques-là, donc je vous fournirai. Hein, ça, c'est pas un souci sur le côté. Et dans les réflexions, vous parliez de personnalité, en fait, on a déjà des hologrammes qui sont disponibles et avec qui on communique. Et on fait danser des salles Alpexpo, etc., avec des chanteurs, en fait. Et des chanteuses. Thierry Ardisson fait l'Hôtel des célébrités et dialogue avec Dalida et François Mitterrand, etc. Donc, il y a déjà ces usages-là de la technologie. Donc, je ne sais pas ce que vous n'en avez pas parlé, donc je ne sais pas si vous étiez au courant ou pas et comment vous l'intégrez à la présentation. Mais du coup, voilà, moi, ça m'a fait tout de suite penser aux hologrammes qui sont déjà disponibles et on peut référer à la science-fiction aussi, Star Wars et autres,
où en fait, il y a déjà des dispositifs techniques dans la culture populaire d'usage d'hologrammes et d'interaction, pour parler comme un sociologue, avec des hologrammes, en fait, et qui ne sont pas forcément des hologrammes morts, d'ailleurs, et Mélenchon et autres. Et ma réflexion, enfin, c'était plutôt des remarques et des choses de cet ordre-là. Ça m'intéresse beaucoup sur la question de l'éthique, parce que je suis intéressé, mais je ne suis pas spécialiste. La semaine dernière, moi, je travaille avec des gens de ce qu'on appelle la Death Tech. Et donc, du coup, tous ces nouveaux start-upers et autres qui créent des choses, de dispositifs, justement, notamment post-décès, pour les démarches administratives, mais pas que, d'accompagnement, de coach, etc. Et une société, Repos Digital, m'a contacté pour créer un comité d'éthique sur des situations, justement, de qu'est-ce qu'on fait des données, en fait, et quid de je suis payé par la famille pour gérer les comptes du défunt et je découvre des comptes de défunt où je ne sais pas si je dois le dire à la famille. Et quid de voilà, du questionnement et de moi, start-upper de 25 ans qui vient de démarrer qu'est-ce que j'en fais de ces choses-là et comment est-ce que je décide, en fait. Donc, voilà, c'est ça. Et sur les questions sociaux et recueil de données, volontiers, on collabore, où il y a des choses à faire et il y a de la bibliographie que je pourrais vous fournir aussi, notamment française aussi. Pas forcément sur les deadbots, mais sur la question du numérique, en fait. Et il y a eu un gros programme universitaire mené par des chercheuses parisiennes, Fanny Georges et Hélène Bourdelois notamment. On fait une ANR en fait de 4-5 ans là-dessus sur ces questions et il y aurait des prolongements, je pense, à faire. Donc merci beaucoup, c'était plus et des remarques, et des observations et tout ça. Pour toutes Mais, ces remarques voilà. et observations qui sont très, très enrichissantes pour moi. Voilà, juste une question sur pourquoi Alors, je peux pas parler de tout. Enfin, alors je sais pas, j'imaginais bien, enfin, c'était voilà, non, faire il le y a lien plein de avec pratiques qui sont ouais. problématiques sur. Alors là, on parle de la voix des morts, on va dire, avec les agents conversationnels, mais il y a aussi le visage, l'image des morts avec les. Parler de Star Wars avec les hologrammes, mais il y a aussi Carrie Fisher qui a tourné dans un film alors qu'elle est décédée depuis longtemps. Ouais, exactement. Donc, non, il y a beaucoup de questions qui se posent, qui sont reliées. En tout cas, j'ai beaucoup aimé le côté de positif et négatif, hein, comme vous le remarquez aussi, et que très souvent, en tout cas mon expérience pour avoir interrogé pas mal de personnes en deuil, on est beaucoup plus sur la poursuite des liens et quelque chose d'une technologie qui va permettre de soutenir quelque chose de l'ordre du processus de deuil. Ça, c'est très clair pour ceux qui l'utilisent, parce que pas tout. Il y a un lien aussi de qu'est-ce que je faisais du numérique avant avec la personne décédée. Et typiquement, ma grand-mère n'avait rien à voir avec les réseaux sociaux. Je ne communique pas avec elle avec les réseaux sociaux. Par contre, mon meilleur ami avec qui j'étais hyper connecté, maintenant qu'il est mort, je poursuis quelque chose d'une forme de relation avec le défunt sur les réseaux sociaux, en fait. Et probablement qu'il y a des continuités avec les deadbots à ce niveau-là, quoi. Passionnant d'avoir le retour Donc, des personnes et comme ça. Et que, oui, ce serait à faire très clairement sur les deadbots, des choses d'ampleur et d'ampleur, mais qualitatif. Et l'exercice que vous avez fait avec les ingénieurs, il est voilà, j'en profite pour dire justement que dans la chaire, on est en train de développer une pratique de co-design. À partir du programme que Fabienne anime avec Ambre Deva, qui était avec nous là, des éthiques de l'IA en santé. Donc co-design qui implique dans des processus assez longs, moyens ou longs, des parties prenantes. Et on a des matrices d'évaluation à partir de ce que j'appelle les 4 formes de raisonnement éthique. Donc, on est en train de publier là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, toutes ces choses impliquent une évaluation assez lourde. Et alors, par tout ton schéma, toi, ta philosophie de la technique, tu es assez proche de ces manières-là. Il faut en effet impliquer les collègues de sciences humaines et sociales, hein, sociologie, psychologie sociale, et du coup, l'évaluation éthique, elle peut découler de ça, donc on en reparle. Hein. Alors, il y avait une question de Diane dans le chat, tu l'as écrite là, tu vois, voilà. Donc, dans quelle mesure, enfin voilà, tout le monde peut en prendre connaissance. Et il y aura une question de Cédric après. Alors, dans quelle mesure pensez-vous que ces nouveaux outils potentiels de deuil puissent bousculer ou au contraire renforcer les imaginaires européens de la mort et des proches décédés? Eh ben, mais c'est pas anodin, c'est pas la petite question. Pardon.
Oui, oui, pardon. Alors, je... Non, non, là, j'ai pas la... Là, comme ça. Mais merci beaucoup. Non, mais c'est une question intéressante. Mais là encore, ça demande un travail de sociologie et d'anthropologie. Oui, 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 c'est ça. Là, comme ça, ce que je peux penser, j'ai envie de dire, n'a pas grand intérêt, je crois, à vivre comme ça. Enfin, j'ai tendance à, enfin, je conçois un peu même la philosophie. On va dire, je suis un empiriste. Hein, j'aime bien, voilà, construire ma pensée, mes arguments sur des données empiriques et expérimentales. Euh, et donc, oui, c'est sûr que il y aurait un impact hein, de l'arrivée d'une telle technologie et de telles applications sur le marché. On a parlé des réactions émotionnelles qui sont fortes Fabienne parlait des échanges culturels sans aller très loin, mais l'ouverture notamment par les moyens de communication qu'on a aujourd'hui font en sorte qu'on est beaucoup plus ouvert aussi par rapport, c'est connu notamment sur l'IA et la robotique avec l'apport culturel des Japonais et de leur tradition, on va dire, animiste sur la conception des robots. Euh, donc déjà, il y a un multiculturalisme qui peut se créer sur ces questions-là, sur le rapport à la mort également. Voilà, et renforcer ou bousculer les imaginaires européens tirés par des Grecs. Voilà. Ouais, ça peut rabattre les cartes sur notre conception du deuil et de la mort. Mais voilà. À part ça, voilà, Alors, merci. Donc, à suivre, hein, si j'avais compris. Oui, oui, oui. Cédric. Merci beaucoup, Nicolas, pour cette... Ah, on m'entend? Tu Non? peux le mettre? Je le mets? Ok. Vas-y, Cédric. C'est OK? Oui, c'est OK C'est bon? encore. OK. Merci beaucoup pour ta présentation. C'était vraiment très, très, très passionnant. Et voilà, j'ai pris plein de notes, j'ai appris plein de choses. Et merci aussi pour la précision sur la terminologie entre dev et devbot. Pareil, je rejoins monsieur le sociologue, je sais, voilà, sur la définition de deadbot. Moi, je préfère, enfin, je trouve que deadbot, c'est beaucoup plus pertinent puisqu'on parle des morts et non pas de la mort. Et je voulais savoir si tu as pu lire des textes sur l'éthique, justement, autour de ces deadbots, ou si toi-même, tu as une approche éthique autour de ces deadbots, entre le traitement des traces numériques et le déchargement par rapport à cette approche d'externalisation. Tu vois, on va pas avoir la même éthique justement quand une personne décharge ou se décharge numériquement et une personne qui laisse des traces numériquement. Est-ce qu'elle peut laisser des traces malgré elle, des traces qui poseraient d'autres problèmes éthiques justement est-ce que ces informations qu'elle laisse devraient être connues par les personnes proches après la mort ou pas? Alors que quand on choisit des informations à décharger pour qu'après on puisse être immortel en gros, c'est pas la même chose quoi. Oui, Enfin, d'accord. je sais pas si je suis clair. Non, 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 du coup, la fin est claire. Au départ, je pensais que tu parlais de quelqu'un qui, dans ses pratiques, vraiment intentionnellement, se décharge cognitivement de plein de choses. Mais du coup, Oui, ce que tu dis, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui, la technologie est déjà présente, mettons pour créer des deadbots, et là, il se décharge intentionnellement, enfin, il stocke volontairement des choses pour nourrir son futur deadbot, c'est ça? c'est ça. D'accord, oui, non, bah, parce qu'il y a, du coup, on peut imaginer trois cas. Quelqu'un qui fait peut-être attention à ses données et ne décharge rien dans les technologies connectées que lui permettent son smartphone et son environnement technologique. Quelqu'un qui va recourir à beaucoup de choses, nourrir son agenda, ce genre de choses, mais sans forcément penser aux deadbots, hein, parce que font la plupart des gens aujourd'hui. Hein, ils stockent beaucoup de choses, on stocke. On a des stratégies cognitives qui enfin, s'adaptent énormément à notre environnement. Voilà, mais sans penser à nourrir un deadbot. Et on a le cas donc de la personne qui nourrirait le deadbot. Alors c'est sûr que pour les questions de consentement, c'est plus simple si on a des personnes du coup qui ont nourri leur deadbot, c'est-à-dire connecter peut-être le deadbot à tout leur système d'implication, Messenger, WhatsApp, la boîte mail, Google Photos, Apple Photos, je ne sais pas, enfin tous les trucs qui peuvent exister, Spotify.
voilà, que quelqu'un qui ne l'aurait pas fait et à qui on prendrait après les informations. Je pense aux directives anticipées. Donc, voilà, mais ça, c'est. La notion de directive Ouais, ouais. anticipée va peut-être être pertinente Ça, pour c'est. la future proche. Et, mais on peut aussi imaginer préparation. une certaine forme d'inégalité aussi. C'est-à-dire que j'étais pas au courant qu'il y avait des deadsbots et des systèmes de deadsbots où ça n'existait pas à mon époque, admettons. Quelqu'un parlait des grands-mères là, avec qui on n'échangeait pas avec le Messenger ou ce genre de choses. Mais il y a aussi une inégalité un peu choquante. Si on considère les traces externes comme une partie du soi et qu'on peut considérer que certains considèrent le deadbot comme une forme d'immortalité ou de survivance, on va dire, dans ce cas, il y a une inégalité un peu choquante entre les personnes qui ne savaient pas que ça existait, mais qui on pourrait quand même récupérer, par exemple, une correspondance épistolaire et d'autres. Donc, des questions se posent. Effectivement, si les personnes sont consentantes dès le début à nourrir un système de deadsbot, ça facilite la réflexion éthique. Et après, c'est tout le travail des comités d'éthique, des éthiciens, de voir comment gérer les données, ce genre de choses. Mais ça peut amener à des changements. Il y a une dimension, on est en train peut-être de se mettre en place une nouvelle doctrine du consentement. Ouais. On le voit partout sur plein de sujets, notamment des sujets de bioéthique qui n'ont rien à voir avec l'IA. Et ça participe de ça. Oui. Il y a un bioéthicien dans la salle, il arrive, donc on va avancer. Vous avez une question, Chloé, oui. On sait malheureusement déjà la dernière question. À moins qu'une autre, je déclare une ultimo, à moins qu'il y ait encore celle de Dakota. On verra. Ouais. Ça rejoint peut-être un peu celle de Cédric par rapport aux données. C'est est-ce que par rapport à la dignité humaine, il n'y a pas aussi une question de à quel point les données sont représentatives de soi, surtout si c'est un profil numérique ou qui est lié aux réseaux sociaux, à ce genre de choses. Et est-ce qu'il n'y a pas ensuite un problème ontologique lié à ça, dans le sens où, en tant qu'individu, notre personnalité évolue constamment au fil de la vie? Et est-ce que là, le fait de figer un instant ou un peu un aboutissement de soi, est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi avec ça? Ou comment est-ce qu'on gère ça? Est-ce qu'on programme un algorithme qui, du coup, comme sur YouTube ou certains réseaux, va anticiper nos envies ou nos évolutions? Ou est-ce qu'on conserve la personne un instant T, mais dans ce cas-là, c'est une version figée et voilà. Si. Alors après, ça faudrait voir ce qui est rendu possible par la technologie, la technique même du chose. Mais le principe du deadbot, c'est qu'il se comporte comme la personne où il se serait comporté en extrapolant enfin, un peu toutes les données. Si on l'a bien nourri depuis très longtemps, on pourrait dire qu'il y a cette tendance à évoluer comme ça. Et donc, on peut imaginer, oui, effectivement, que voilà, en vieillissant, ton deadbot se droitisse, par exemple, je ne sais pas. Mais... Mais cette tendance, elle serait basée sur des statistiques et sur une majorité. Imagine après, il y a. Elle serait déjà orientée par rapport à d'autres bases de données. En termes cognitifs, ça rejoint ce qu'on appelle peut-être la cognition bayésienne. Donc, c'est-à-dire voilà, que tout, même pour nous, notre identité, notre conscience, enfin tout ça, c'est une affaire de probabilité et de à voir. Mais ça, c'est sur ce qu'est une personne, donc c'est compliqué. Et sur la question de la dignité, je voulais te répondre. Ça m'échappait. Et à quel point c'est représentatif de soi? Oui, et il y a, ça, c'était notamment dans les scénarios avec les étudiants ingé. Il y avait toutes les questions sur, je sais pas, tu mènes une double vie ou tu as des choses qui sont très personnelles. Est-ce que ton deadbot a le droit de mentir sur non, je regarde pas tel type de porno ou je ne sais pas. Enfin, en termes de dignité et de consentement, c'est aussi le deadbot est nourri de toutes ces données-là. Et en même temps, tu n'as pas envie qu'il le dise. Si on te pose la question, voilà, quelles étaient tes pratiques sexuelles voilà, non, mais est-ce que ça rejoint sur le consentement de dignité? Est-ce qu'on autorise un deadbot à mentir ou à cacher l'information volontairement? Oui, puis après, je trouve que ça reste quand même des données numériques. Et à quel point est-ce que ces données-là, elles se représentent? C'est quoi la pertinence ou la précision de mon profil numérique par rapport à... ça, c'est...
Mm. Le comportement est de la personne. Ouais. Ok, Ok, merci. Question, alors il y a une question quand même qui a été posée là, dans le chat. Donc, la question de Teddy a été posée dans le chat. Pourquoi serait-il plus éthique d'autoriser le deadbot dans un contexte où le clonage humain, dans le domaine de la biologie, est strictement interdit? C'est un rebond sur ce que tu as dit. Oui. J'ai pas forcément la réponse. Un des problèmes avec le clonage humain, c'est le fait qu'on clone pas la personne. Alors, je travaille beaucoup, je suis au centre de philosophie de la mémoire, donc je travaille beaucoup sur les questions de mémoire, et donc il y a, depuis Locke, enfin, il y a un rapprochement très fort entre la mémoire, notre mémoire, et l'identité personnelle d'un individu. Avec le clonage humain, il y a aussi cette chose qu'on n'est pas en train de recréer l'individu, mais on crée une autre personne. On crée un nouveau qui n'a pas la même identité personnelle, qui n'aura pas le même vécu narratif. Et c'est une des raisons éthiques qui interdisent. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Mais parmi les raisons, il y a le fait qu'en clonant un individu, l'individu n'est plus propriétaire vraiment de son corps et de son individualité. On pourrait imaginer qu'il y ait des gros problèmes à se construire sa propre identité narrative par rapport à la personne dont il est le clone, tout en n'ayant donc pas les souvenirs, pas le vécu, pas ce genre de choses. Donc ce qui est différent, c'est que dans le clonage humain, on a on va dire le même corps, mais pas le même esprit. Tandis que dans le cas du deadbot, on a plus ou moins le même esprit, ou du moins l'apparence du même esprit. Je ne suis pas en train de dire qu'on a effectivement un téléchargement de conscience. C'est pas du tout la même question, mais on a une simulation de quelque chose qui reproduit et qui agit comme quelqu'un pourrait le faire. Voilà, mais pas le corps. Alors on peut lui mettre un corps robotique qui repose un peu la question. Mais c'est des questions qui sont quand même très différentes par rapport à la modification génétique aussi, à ce qu'on s'autorise, ce genre de choses. Je ne sais pas si ça répond, mais le premier élément de réponse, ce serait ça. D'accord. Alors, tu vois, il y a vraiment des conversations à propos de mes questions. Alors, si on a fini, ouais. Ok, bon, il est midi 1. Comme je vous l'ai dit à certains, moi j'enchaîne avec une réunion organisée par Ambre et Fabienne, donc je vais devoir vous laisser et on va arrêter d'abord l'enregistrement